Bien, chers amis, bonsoir. J'ai présenté dans Royaliste, avec beaucoup de plaisir et d'intérêt, le livre de notre invité, la catastrophe allemande, pardon. Je vais lui laisser le soin de le présenter et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je voudrais remercier Monsieur Renouvin d'être ici ce soir. Je suis vraiment très content de découvrir ce lieu et que vous soyez venu. Et juste avant de présenter le livre, en tant qu'historien, donc ce livre c'est la publication de ma thèse, je pense qu'on part toujours avec une question et dans une recherche, et cette question c'est un doute. Et on espère malgré tout que ce doute va peut-être être partagé par d'autres personnes et qu'on va peut-être espérer donner quelques réponses. Et le doute qui m'a habité, je suis un peu jeune, mais j'étais encore plus jeune dans cette recherche, c'était un doute à mon avis partagé par, j'espère, beaucoup de gens, qui était de savoir comment une des sociétés les plus brillantes de l'époque, qui était l'Allemagne de l'époque, a pu basculer en 1933 dans l'horreur. D'où dans la catastrophe. D'où ce titre qui finalement donne pas tellement envie de... Voilà, la catastrophe allemande. Alors c'est un pastiche, je le précise tout de suite, c'est-à-dire que le premier livre qui portait ce nom de la catastrophe allemande, c'est un livre de 1946 écrit par un des grands historiens allemands qui s'appelait Friedrich Meinecke. Et Meinecke en 46 se disait, 45, l'Allemagne année zéro, l'Allemagne détruite, se disait qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe qui est tombée sur l'Allemagne tel un accident entre 1933 et 1945 et qu'on appelle le Troisième Reich? Meinecke, ce faisant, inaugurait toute une tradition de chercheurs qui ont essayé de donner une réponse à cette question. Pourquoi 1933? Pourquoi ce qu'on appelle la prise du pouvoir, la Macht-Ergreifung? Est-ce que c'était la Première Guerre mondiale? Est-ce que c'était une certaine voie particulière allemande que n'auraient pas partagé d'autres pays d'Europe? Quelle temporalité pour expliquer cette catastrophe? Comment hiérarchiser les causes? Et donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui, ce soir, c'est pas foncer tête baissée tel un universitaire dans les petits détails de ce que j'ai pu trouver dans ma thèse, mais avant tout commencer par un panorama des diverses explications qui ont pu être apportées par tout un tas d'historiens à cette question-là, cette question qui est comment, en 1933, on bascule dans la catastrophe, on bascule dans l'horreur. Donc essayer de faire un panorama des explications dominantes et de montrer comment elles apportent en même temps beaucoup et elles peuvent nous dire des choses sur notre actualité et en même temps elles ont un certain nombre de limites. Et puis ensuite, donc en première partie, et ensuite dans deux autres parties, je montrerai comment à travers ma recherche, j'ai essayé d'amener deux autres facteurs d'explication à ce basculement. Alors, les explications traditionnelles, je ne peux pas toutes les lister, mais j'ai décidé de les classer, mettons, en trois grands champs. Le premier, ça va être cette question de la voie particulière allemande. Pourquoi l'Allemagne de cette époque et pas d'autres pays? C'est ce qu'on appelle traditionnellement le Sonderweg, c'est-à-dire la voie particulière allemande. La deuxième partie, ce sera plutôt les analyses sociologiques, sociales. Quel mouvement social a porté le nazisme au pouvoir? Et là, je m'intéresserai un petit peu au vote. Qui a voté pour Hitler? C'est une question assez centrale sur laquelle on entend énormément de bêtises. Je vais essayer de le montrer. Et dans un dernier temps, de ce panorama, la question économique. Quelle place de l'économie dans la prise du pouvoir? Évidemment, si vous vous ennuyez ou si je parle pas assez fort, vous faites des mouvements de visage qui me font comprendre que vous vous endormez ou des choses comme ça. Alors, pourquoi cette prise du pouvoir? Donc 3 éléments. Commençons par cette théorie développée par des chercheurs allemands qui s'appelle celle du Sonderweg, de la voie particulière allemande. Je ne reviens pas sur le détail, mais elle a des éléments qu'à mon avis vous connaissez un petit peu parce qu'ils flottent comme ça dans les représentations dominantes. La première, c'est ce qu'on appelle l'état d'autorité allemand, et en l'occurrence l'état d'autorité prussien, qui, à partir de 1871, à partir de Bismarck, aurait, mettons, dévié d'une certaine modernité européenne, un pot commun européen, qui était partagé évidemment à l'époque de la monarchie, mais aussi d'une certaine manière à partir de la Révolution française, qui est un destin commun de l'Europe. Vous avez le livre de Gaucho sur la grande nation et comment la France a essaimé cette révolution. Mais on a, à partir du moment où Bismarck décide de faire l'unité allemande dans le fer et dans le sang, cette vision d'un état d'autorité prussien
qui finalement serait une clé pour comprendre, vous voyez bien, à tellement de distance, 1871, 1933, et je pense que vous avez en tête cette image, vous savez, du Troisième Reich, où on voit l'empereur allemand, puis Bismarck, puis Hindenburg, puis Hitler. Ce qu'a fait l'empereur, Hitler, le simple soldat, le défend. Donc on a cette filiation de l'état d'autorité. Première tentative de définir cette voie particulière. Deuxième idée autour de cette voie particulière qu'il ne faut jamais oublier, c'est le caractère extrêmement conservateur des humanités allemandes. C'est-à-dire qu'à partir du moment de la guerre de 70, à partir du moment où le couple franco-allemand, c'est ce qu'on appelle la crise française de la pensée allemande. La France patauge dans la République française, c'est d'expliquer pourquoi elle a perdu 70, et on a tous des courants universitaires qui se disent qu'est-ce qu'on n'a pas fait, la natalité, etc. À ce moment-là, l'Allemagne, elle, part quand même, quand on lit les historiens de l'époque, dès l'époque, les humanités allemandes sont déjà extrêmement conservatrices. On a beaucoup d'exemples. On a l'exemple du manifeste des 93 intellectuels pendant la Première Guerre mondiale qui appellent à défendre la Kultur allemande, alors qu'en face, nous, on a Romain Rolland qui défend une autre manière de voir les choses. Mais surtout, les universités allemandes, dès l'après-guerre, sont extrêmement conservatrices. Et là, on a un problème quand même en termes d'analyse, c'est-à-dire pourquoi alors, il faut évidemment se remettre en cause en tant qu'universitaire, mais pourquoi l'université, pourquoi les humanités, pourquoi l'histoire, pourquoi la sociologie naissante, qui étaient censés être des éléments d'intégration à la modernité européenne, à un moment donné, en Allemagne, ont dévié. Et puis, on a une thèse intéressante pour compléter cette idée d'une voie particulière, allemande, spécifiquement allemande, autour d'historiens comme Hans-Ulrich Wehler ou Heinrich August Winkler. Alors, Winkler est traduit en français, c'est un bouquin assez épais chez Fayard qui s'appelle « Le long chemin vers l'Occident ». Donc, Allemagne, 19e, 20e siècle, le long chemin vers l'Occident. C'est vraiment cette question. On a le pot européen de la modernité, mettons qui va vers le progrès, et puis on a un pays qui dévie. Que dit Winkler ? Il dit ce qui a caractérisé spécifiquement et profondément l'Allemagne, dans cette voie particulière, c'est l'échec du libéralisme. C'est-à-dire c'est un pays où le libéralisme politique, tel qu'on l'entend tous, enfin, évidemment pas le libéralisme économique tel qu'on l'entend aujourd'hui, le libéralisme politique, comme projet du 19e siècle, bien avant évidemment, mais comme projet qui se réalise au 19e siècle, en Allemagne, le libéralisme a été durablement divisé par Bismarck, consciemment, divisé entre une frange libérale nationale qui a choisi finalement de faire passer l'unité de l'Allemagne avant la liberté politique, et une frange de gauche qu'on appelle le Parti du Progrès pendant un temps, ça change de nom tous les 2 ans, qui lui a choisi de s'opposer à Bismarck pour défendre plutôt, c'est-à-dire la liberté avant l'unité. Et ce qui fait que durablement, Bismarck a affaibli le libéralisme allemand, et ça, j'y reviendrai, vous le retrouvez à la fin de la République de Weimar, où des partis qui représentaient 20% de l'électorat finissent en 1930 par en représenter 2%. 2%. Le libéralisme allemand pèse 2% à la fin de la République de Weimar, et on pourrait paraphraser c'est un livre anglais sur The Strange Death of German Liberalism, c'est-à-dire le libéralisme anglais à la même période se casse la figure pour d'autres raisons, parce qu'il y a la montée du Parti travailliste. Alors, évidemment ça va vite, il y a beaucoup d'autres théories sur cette voie particulière allemande, mais là on en tient quand même certains grands déterminants. Déjà, il y a cette limite du temps long. Qu'est-ce que le temps long explique ? Bismarck n'est pas Hitler. Hitler se met dans l'affiliation de Bismarck, mais en quelle mesure on peut brasser comme ça, à 60 ans de distance, des causes qui sont vraiment macro ? C'est un peu compliqué. Et puis surtout, si on pense rapidement, pour expliquer cette catastrophe, à européaniser la question, très vite, on se rend compte que on peut dégermaniser cette question. On peut la dégermaniser de beaucoup de manières. La première, qui est une tendance, ne nous cachons pas la face, d'une certaine gauche française, d'insérer la violence nazie dans la violence coloniale européenne. Vous avez par exemple Enzo Traverso, qui a écrit un livre clivant, au sens assumé politiquement, qui va chercher une généalogie de la violence nazie dans le colonialisme, dans le capitalisme, donc il est clairement référencé à gauche. Mais tout de même, ça pose question, sans passer par les détails folkloriques comme le fait que le grand-père de Göring de Hermann Göring était gouverneur colonial.
en posant des questions qui fâchent, c'est-à-dire quel statut du génocide des héros en 1900 dans les colonies allemandes. Enfin, on a des choses qui se mettent en place. On a une généalogie de l'Allemagne. Mais cette généalogie, elle n'est évidemment pas une généalogie allemande, spécifiquement allemande. Karl Peters, le grand colonialiste allemand, n'était pas un enfant de cœur, mais les Allemands sont parvenus dans le processus impérialiste, et là-dessus, on peut se dire que Voulay Chanoine côté français et les Anglais ont eu un effet de matrice qui nous amène à dégermaniser cette question-là. Plus largement, et vous connaissez bien ces catégories de pensée-là, la catégorie de fascisme, la catégorie qui nous permet de penser dans le même temps, au moins, l'Italie, l'Allemagne, et on pourrait poser la question pour la Roumanie, de la garde de fer, de Codreanu. Ces catégories englobantes, elles ont des défauts de typologie, mais on ne peut pas spécifiquement assigner à l'Allemagne une voie particulière, ou alors on ne pose pas la question de l'Italie. Et on pose la question d'Hitler sans poser celle de Mussolini. Bon, c'est une des limites de cette explication. Passons maintenant, vous voyez, on est dans là les causes de très long terme, cette espèce de voie particulière qui expliquerait 1933. Passons maintenant, je resserre la focale peut-être un peu rapidement, sur la question de finalement les forces sociales qui ont porté le nazisme. Et là on revient à Weimar, c'est-à-dire on se concentre sur Weimar. Ça a été un courant extrêmement dominant dans une historiographie d'histoire sociale de gauche des années 70-80. Finalement, laissons de côté l'idéologie, laissons de côté les explications politiques sur le long terme. Qui a soutenu le régime nazi? Et là, alors je ne vais pas rentrer énormément dans le détail, mais on a 3 forces sociales fondamentales qui portent le nazisme et qu'il faut toujours séparer parce qu'elles sont sociologiquement très différentes. Le noyau armé du parti, qui est les SA, les sections d'assaut, qui ont une sociologie spécifique. Le parti, qui est plus fourni et qui a encore une sociologie différente, et les votants, qui là sont pléthore, beaucoup plus nombreux, et qui ont une sociologie encore différente. Alors, je peux pas tout dire, donc si on a des questions après pour le débat, je veux bien débattre de la sociologie. C'est des questions intéressantes, parce que vous verrez, évidemment, tous les nazis étaient ouvriers, ou tous les nazis étaient petits bourgeois. Je vais y revenir. Concentrons-nous rapidement sur les votants, c'est-à-dire sur les personnes qui font que, en juillet 1932, le parti nazi arrive avec 230 députés au Reichstag, c'est-à-dire 39,7% des suffrages. 39,7%. Donc je me concentre uniquement sur les votants. Et les serpents de mer de l'historiographie, ils sont très simples. L'historiographie qui s'est développée assez vite, c'est de dire le nazisme, voter pour les nazis, c'est une réaction du prolétariat, c'est profondément finalement une erreur de la société de masse. Encore faut-il le prouver par les chiffres. Et là, souvent les historiens ils aiment bien les idées, mais quand il faut aller chercher les statistiques, c'est plus compliqué. Mais ce mythe-là, parce que c'est un mythe, il a sa contrepartie dans la théorie, mettons gauchiste, des grands industriels qui ont financé le nazisme. Donc finalement, le nazisme, c'est simple, c'est la réaction du grand capital et de la bourgeoisie. Bon, alors maintenant, ça c'est les théories dominantes. Quand on veut aller dans le détail, malheureusement les choses sont beaucoup plus ennuyeuses et compliquées. On a un livre de référence qui est un livre de Jürgen Falter, qui n'a jamais été traduit en français, c'est très dommage, qui s'appelle « Les votants d'Hitler », Hitler's Wähler. Et par des régressions très compliquées, il montre que finalement, quand vous avez 40% d'une population qui vote pour un parti, il est hors de question de penser qu'un groupe va voter et pas un autre. On est dans des logiques de surproportion, on est dans la logique de quel groupe est surreprésenté. Et là, effectivement, Falter arrive quand même à poser un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui acceptées. C'est-à-dire que, et il fait des tableaux, des espèces de tableaux écologiques, comme il les appelle, de ce qui distingue petit à petit le vote pour Hitler. Le premier, c'est que c'est un vote protestant. Les catholiques n'ont pas voté pour Hitler pour la simple et bonne raison que les catholiques avaient un parti catholique qui s'appelait le Centrum et que le milieu catholique de bien avant Hitler jusqu'à la fin du régime, jusqu'à 1945, est le milieu qui a le plus résisté en termes de vote, en termes d'adhésion, en termes de tout ce que vous voulez au nazisme. Quand je dis résister, ça ne veut pas dire que par exemple, là je passe par exemple sous le Troisième Reich, que les catholiques se sont battus pour sauver les juifs, c'est pas ça, c'est qu'il y a une résistance identitaire sectorielle extrêmement forte. Quand les nazis décident d'enlever les crucifix dans les écoles, la Bavière entière se met quasiment en grève. Donc ce milieu-là n'a jamais voté pour le parti nazi, le vote nazi est un vote protestant. Le vote nazi n'est pas un vote de grande ville.
c'est pas tant qu'il ne soit pas un vote industriel ou d'ouvriers, c'est un vote de ville de moins de 10 000 habitants, c'est un vote rural, qui est pas, on ne peut pas assigner simplement, c'est pas un vote agricole, c'est pas un vote d'activité, c'est pas les agriculteurs, mais c'est un vote rural. Et là, du point de vue géographique, ça joue. Et ensuite, malgré tous les débats, et c'est pour ça que je distinguais l'ASA, le parti, les votants, l'ASA, il y avait une forte proportion d'ouvriers, quasi la même que dans la société en général. Le parti, il y avait une forte sous-représentation d'ouvriers, et effectivement, chez les votants, c'est les résultats, on est face à un paradoxe qui est compliqué à expliquer, j'y reviendrai un petit peu, c'est-à-dire que dans une société à l'époque qui était une société de classe, avec des partis de classe, le Parti socialiste, les ouvriers votaient pour le SPD, le Parti social-démocrate, ou ils votaient pour les communistes. Les catholiques, qui étaient une force sociale à part entière, votaient pour le Zentrum. Les conservateurs votaient pour le Parti conservateur. Donc tout est extrêmement clivé. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui se passe où le parti nazi dépasse ça et devient, sans être vraiment une partie de classe moyenne, la notion n'a pas de sens à l'époque, sans devenir un parti de la bourgeoisie, ça a encore moins de sens. En Allemagne, il n'y a pas de bourgeoisie, il y a la Bildungsbürgertum, et puis il y a une autre forme de bourgeoisie. Mais en tout cas, une circulation se fait. Et cette circulation, alors, elle explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que le parti nazi devient un parti de masse. Et en même temps, donc je referme cette question de la panique des classes moyennes, on voit que c'est plus compliqué que ça. En même temps, vous voyez bien qu'une des erreurs de l'historiographie dans les années 70-80, c'est qu'en faisant des tableaux de chiffres, en tant qu'historien, et je reviens sur cette idée, une histoire c'est avant tout un doute, on est rationnel, mais on a besoin de picturalité, on a besoin de comprendre le côté charnel de cette victoire. Et quand on voit ces tableaux-là, on est très content de comprendre que les protestants ont été surreprésentés, que les petites villes ont été surreprésentées, que dans une certaine mesure, les femmes protestantes de petites villes ont été surreprésentées, mais ça nous laisse un petit peu sur notre faim. Troisième élément d'explication de 1933, de cette catastrophe, et elle est en même temps omniprésente et des fois on a tendance à l'oublier, c'est l'explication économique. Économique pourquoi ? Quand je raconte un peu ça à mes étudiants de manière beaucoup plus light, il ne faut pas non plus exagérer le niveau de l'université française, le chiffre que je mets toujours en avant, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'aux élections législatives de 1928, le parti nazi fait 2,8%. Faisons ce qu'on ne doit pas faire, c'est-à-dire de l'anachronisme. Pensez aujourd'hui à un parti qui fait 2,8%. Si on vous disait que 2 ans plus tard, il fait 20%, vous ne seriez pas prompt à prendre en compte cette menace. Sauf que vous voyez bien qu'entre l'élection législative de 1928, le parti nazi fait 2,8%, et l'élection du 14 septembre 1930, où le parti nazi fait 18,2%, et où 107 députés rentrent au Reichstag, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, du côté de New York, on sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a la crise de 29, et cette crise de 29, elle a deux conséquences majeures et spécifiques à l'Allemagne. On reste quand même dans cette idée que l'Allemagne a quelque chose de spécifique. La première, c'est qu'elle frappe même les signes, il y a des signes avant-coureurs dans le monde agricole allemand, c'est-à-dire que le poisson pourrit d'abord, pas par les investissements internationaux et par l'industrie, mais par le monde agricole. Et très rapidement, je vous parlais de cette mise en circulation du vote. Un certain nombre de partis conservateurs, ruraux, agricoles, vont se casser la figure. Il y a un émiettement partisan qui serait beaucoup trop ennuyeux à résumer. À partir de 1927, déjà 1927, mais 28, vous avez, ça bouge. Tout commence à s'émietter. On a la création du Parti bavarois, de l'Union agricole, du Parti bavarois, et puis dans d'autres régions. Et ça, on voit très bien que le Parti nazi va être capable de le fédérer. Deuxième conséquence que vous, à mon avis, vous connaissez mieux de la crise de 29, le paiement des réparations imposées par le traité de Versailles devant être solutionné d'une manière ou d'une autre, l'Allemagne s'en est sortie, et ça a été évidemment extrêmement débattu à l'époque, par deux plans, le plan Dawes et le plan Young, qui ont définitivement, rendu vulnérables les emprunts allemands, accolé les emprunts allemands à l'économie américaine. Et donc la France, dont on estime qu'elle avait des retards, ces retards-là, en termes d'investissements internationaux, l'ont protégée relativement de la crise de 29, alors que l'Allemagne, très rapidement, se retrouve avec un chômage de masse. Je fais un deuxième anachronisme, mais à mon avis, c'est pas inutile. On voit bien que cette explication par l'économie. Alors, dans les bouquins, je vous avais ramené un petit billet de 1923, on le regardera tout à l'heure.
Effectivement, je suis quelqu'un de très riche, alors c'est juste 100 000 marques, mais ça, à l'époque, à mon avis, on devait s'acheter une allumette avec ça. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas un fanat de l'histoire éducationnelle qui devrait nous éclairer sur le quotidien, mais il y a effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le contexte actuel de l'austérité? Il y a deux choses, et en plus des élections européennes, on a Frédéric Lordon sur toutes les chaînes de gauche qui dit voilà, on a deux choses à retenir. Si les Allemands aujourd'hui nous imposent une telle politique monétaire qui ne supporte pas l'inflation, c'est à cause de 23. Et là, on voit une rémanence importante en termes de mentalité, et il faudrait la discuter, et je ne suis pas compétent pour le faire. Mais aujourd'hui, on voit un retour du débat sur un type qui est quand même complètement oublié, c'est Heinrich Brüning. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qu'on a cité à tire-larigot pendant des années, sauf que dans la réaction de l'Allemagne face à la crise de 1929 et au chômage de masse, aujourd'hui, c'est très à la mode de comparer 2008 et 1929, ce qui pose d'énormes problèmes. C'est tentant, et je ne suis pas compétent pour le faire, mais surtout de se dire finalement l'austérité d'aujourd'hui, c'est la politique de déflation de Brüning de l'époque, avec des relents anti-germanistes qui personnellement moi me choquent parce que c'est un pays dans lequel j'ai habité et j'étais longtemps, mais on entend tout et n'importe quoi. C'est intéressant, ça peut amener à débat. Quelle est la politique de Brüning à partir du moment où il prend le pouvoir en 1930, etc. Alors, moi ce qui me dérange, tout comme ça me dérangeait pour le vote, quand on a dit que l'économie fait ça, et que mécaniquement une crise apporte une radicalisation politique, et puis ces espèces de hochets, de prêt-à-penser, de « ah bah si on fait une déflation, on a Hitler », c'est des choses qui finalement sont complètes, qui moi je trouve sont trop rapides, et il y a cet aspect mécanique, et c'est ce que je vous disais, c'est l'histoire, c'est du doute, et une fois qu'on dit la crise ça fait le fascisme, d'une certaine manière on reste sur sa fin. C'est-à-dire qu'en termes de picturalité, en termes d'émotionnalité, en termes de qu'est-ce qu'était la vie concrète des gens, on reste un peu sur sa fin, comme on reste sur sa fin en se disant qu'un protestant rural de tel coin, etc. Donc, pour un peu résumer ce panorama et en venir à ce que j'ai essayé de faire à travers ma thèse, le point commun de toutes ces explications, quand même, et effectivement je laisse de côté les explications par la politique extérieure, le traité de Versailles, etc., comme si le traité de Versailles était la cause du fascisme. Là encore, c'est beaucoup trop mécanique. On a l'impression qu'Hitler est arrivé et a dit « Je déteste le traité de Versailles, votez pour moi ». Ça faisait 15 ans que tous les partis conservateurs, que les libéraux de droite répétaient la même chose avec le même vocabulaire, la même radicalité. Et Hitler s'est installé là-dedans. À mon avis, c'est pas ce qui a fait de lui quelqu'un de clivant. C'est pas ce qui lui a permis d'emporter l'adhésion. Et ça, alors là, vous pouvez me faire entièrement confiance. Les 43 000 pages de débat du Reichstag, j'en ai lu pas mal. Ils sont en ligne, vous pouvez les consulter, c'est du beau gothique très facile à lire, avec un moteur de recherche, mais on se rend compte que c'est une fumisterie de dire que le nazisme a gagné parce qu'il dénonçait le traité de Versailles. Tous les partis de droite dénonçaient le traité de Versailles, parfois même avec, alors pas plus de violence, mais avec un vocabulaire différent. Vous voyez bien qu'il nous manque quelque chose de fondamental dans l'explication de ça, que ce soit l'explication par la voie particulière, une explication de très long terme, que ce soit l'explication par le vote, par les forces sociales, que ce soit l'explication par l'économie, il nous manque quoi? Il nous manque quand même la Première Guerre mondiale. Il nous manque la Première Guerre mondiale, et pas par Versailles, pas par sa défaite, pas par sa fin, mais la Première Guerre mondiale en tant qu'expérience vécue par 13,1 millions d'Allemands. 13,1 millions d'Allemands, pour une société de 67 millions de personnes à l'époque. C'est-à-dire que 85% des classes d'âge mobilisables sont allés, on en parlait tout à l'heure, non seulement sur notre cher front ouest, qu'on apprécie beaucoup, l'Argonne, Ypres, tout ça, ça nous parle. Mais moi, je dis mes soldats parce que les personnes sur qui j'ai travaillé ont fait la guerre, mais ils sont allés jusque-là. Ils sont allés, ils mangeaient, on en parlait, ils faisaient cuire les tortues de Monastir et de Skopje, etc. Et donc, en quelle mesure cette expérience-là, pourquoi elle n'est pas prise en compte ? Et ça nous pose question à nous, Français. Pourquoi ? Alors là, je me permets, on est dans le centenaire, on mange du centenaire le matin, le midi, le soir, et donc ça c'est très bien. Et puis cette année, je suis recruté pour ça, pour faire le centenaire franco-allemand, et j'ai souvent une manière de résumer ça s'appelle être dans une barque avec une seule rame. La rame française du centenaire, c'est un truc très très mastoc, et puis en face rien. Pourquoi ? Alors pour le reformuler en termes plus scientifiques, pourquoi ? Alors
Pourquoi la guerre de 14 a une telle place dans la mémoire française? C'est une question très compliquée, on pourra peut-être en parler. Mais surtout, pourquoi la Première Guerre mondiale a une place si faible dans la mémoire allemande, et du coup si faible dans la manière dont on écrit l'histoire de cette catastrophe de 1933? D'abord, il faut être très rationnel. Quelque chose de 4 ans, qui fait 2 millions de morts et qui se termine sur une défaite, c'est plus compliqué à commémorer et à insérer, travailler dans une identité nationale qu'une victoire. Deuxième chose, l'historiographie allemande s'est construite uniquement sur une seule question, et on revient à Versailles, l'article 231, qui imputait l'ensemble de la culpabilité et des responsabilités de la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne est responsable, ainsi que ses alliés, du déclenchement de la guerre, a focalisé toute l'attention des historiens allemands pour lutter contre cette idée-là. C'est ce qu'on dit en allemand, langue très sympathique, mais sauf qu'ils aiment bien faire des mots compliqués comme Kriegsschuldlüge, le mensonge de la culpabilité allemande dans le déclenchement de la guerre. Et que ce débat-là, qui a explosé en vol dans les années 60, au moment où la nouvelle génération des historiens, dont Fritz Fischer, a dit non, l'Allemagne est responsable, et uniquement responsable, seule, pas seule, mais quasiment seule, de la Première Guerre mondiale, ça a été un scandale pas possible. Et puis on voit aujourd'hui, ça se joue en 3 temps, aujourd'hui peut-être vous avez entendu parler, le livre de Christopher Clark, un historien australien, qui a publié en Allemagne un livre d'histoire, ça se vend à 100 exemplaires. Ce qui est bien fait pour eux, du fait de l'ennui patent de leur écriture historique, et du fait que le monde éditorial ne fonctionne pas de la même manière. Christopher Clark a à ce jour vendu 200 000 exemplaires de son livre, ce qui est plutôt inattendu, et Christopher Clark dit quoi? Non, l'Allemagne n'est pas coupable, il revient sur les thèses des années 60 de Fritz Fischer. Peut-être je détaillerai après, c'est pas central, mais simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, l'appréhension du débat sur la Première Guerre mondiale en Allemagne s'est fait par ses causes. Est-ce que l'Allemagne est responsable du déclenchement? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour les soldats? Qu'est-ce qu'ils ont vécu dans les tranchées? Pourquoi la défaite? On s'en fiche. La question c'est qui a déclenché, point barre, c'est une question de culpabilité qui à mon goût est assez peu historienne. Et c'est pas pour rien que ça s'est vendu à 200 000 exemplaires. Si Christopher Clark avait été allemand, il était hors de question que les gens achètent ça parce que ça aurait été perçu comme un truc d'extrême droite, révisionniste. Là, il est australien, donc il leur apporte un blanc-seing, qu'on peut discuter évidemment dans le concret, mais un blanc-seing extérieur. Dernier élément qui explique que la Première Guerre mondiale est une place, mais quand je dis mineure, il faut vraiment voir ce que c'est la Première Guerre mondiale. Pour nous, la Première Guerre mondiale, et on est très bien placé ici pour le savoir, je regarde à ma gauche, c'est nos grands-pères. Moi, je dis ça, mon grand-père, dans ma famille, ils ont fait des enfants tard, donc mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale. Donc on sait très bien, de première expérience, ce que c'est. En Allemagne, c'est le silence. Et pourquoi? Vous devinez un peu là où je vous mène. Parce qu'il y a la Seconde Guerre mondiale. Et parce qu'il y a la Shoah. Et que cette expérience-là, traumatique, a amené définitivement, attendons de voir ce que donne le centenaire en Allemagne, mais un oubli total de la Première Guerre mondiale. J'aurais tendance, par provocation uniquement, à dire qu'en France on fait le contraire. Pour oublier Vichy, on est très content de se rappeler 14, et que vous voyez que ça fait, en termes binational, ça fait une circulation complexe. Un pays qui oublie la première pour se sursouvenir de la seconde, et un pays qui se sursouvient de la première pour oublier la seconde. C'est beaucoup trop général pour être vrai, mais ça m'amuse de penser ma petite barque asymétrique comme ça. Dans ce contexte-là, j'en viens à ma recherche. Mon idée, ça a été de dire quoi? Reprendre la guerre et voir quel impact elle avait eu sur Weimar. Comment expliquer 33 par 14? Évidemment, pas aussi vite que ça, mais j'ai constaté, alors là on en vient à la cuisine historienne, j'ai constaté que, côté italien, on avait un livre de référence sur l'impact de la Première Guerre mondiale dans les élites politiques, que pour la France, on avait 2 livres, celui de Fabienne Bock qui s'appelle Un parlementarisme de guerre, et puis un livre de Nicolas Rosselier qui s'appelle Le Parlement de l'éloquence, où clairement on a ce mythe français de la chambre bleue horizon, les soldats qui entrent en majesté dans les institutions politiques et qui refondent quelque chose. Il se passe quelque chose. Et je commençais ma thèse et je me suis tourné vers l'Allemagne et je me suis rendu compte que tout simplement, il n'y avait même pas un livre sur... Je me suis intéressé aux députés. Est-ce que les députés ont fait la guerre? Pourquoi il n'y a pas eu de chambre bleue horizon? Est-ce que s'il n'y a pas eu de chambre bleue horizon, c'est-à-dire une chambre, je précise quand même, une chambre d'anciens combattants qui auraient pu refonder une identité nationale, est-ce que c'est simplement une question de défaite? Ils ont perdu, donc ça, comme je disais, ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc ce que j'ai fait, c'est, aimant les chiffres et aimant le concret et aimant pas tellement les choses qui flottent, je suis allé chercher mes 1674 députés, c'est-à-dire l'ensemble des députés de la République de Weimar, élus après la guerre, et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la Première Guerre mondiale?
et en quelle mesure ça nous permet de comprendre comment la République de Weimar a échoué. Alors pourquoi les députés? Parce qu'il y a une désaffection des Allemands eux-mêmes pour leur propre assemblée, dont ils ont toujours considéré qu'elle avait quand même eu un rôle important dans l'échec, sans bien cerner les choses. Et je me suis dit, il faut aller au centre de la décision politique, au centre des mentalités, au centre de ces gens qui ont fait la République, cette première République allemande. Et donc c'est cette thèse que j'ai fait là, ce qui m'a permis, grâce à la fédéralisation des archives allemandes, de non pas faire comme tous les Français qui vont en Allemagne, c'est-à-dire aller à Berlin et trouver ça très chouette, mais d'habiter 6 mois à Koblenz, 6 mois à Bonn, dans des endroits qui sont une toute autre Allemagne, et c'était très intéressant. Alors en termes de résultats, c'est assez simple et je vais développer 2 idées dans cette recherche, dans le résultat de cette recherche et en quoi ça nous aide à comprendre 33. La première, c'est la place de la mémoire de la guerre. Comment cette mémoire, quelle morphologie a eu cette mémoire. Et la deuxième, qui à mon avis est vraiment quelque chose d'important et de sous-estimé, y compris dans la manière dont on comprend le nazisme en France, c'est la question de la jeunesse et la question du conflit de génération. Donc d'abord, sur la mémoire de la guerre. On a une explication assez traditionnelle. Vous avez, à mon avis, tous en tête, c'est assez simple, c'est un livre notamment de George Moss, historien allemand émigré aux États-Unis, qui s'appelle « La brutalisation des sociétés européennes ». C'est assez simple. Si on veut penser l'impact de la guerre dans le fascisme, dans le totalitarisme, c'est facile, on a la brutalisation. Des soldats qui ont tué pendant 4 ans, qui ont été tués, qui ont vu la mort, et qui reviennent et qui ne peuvent plus s'insérer. La définition exacte de Moss, c'est brutalisation, page 181 dans l'édition Tempus, continuation en temps de paix des attitudes agressives de la guerre. Et là, c'est en ça que je dis qu'il faut quelque chose de l'ordre de la picturalité. Vous l'avez, cette picturalité, vous la connaissez. Pourquoi? Parce que vous voyez Ernst Jünger, vous voyez Orage d'acier, vous voyez les 107 députés nazis qui entrent au Reichstag le 13 octobre 1930 en uniforme de la SA, ce qui est une rupture totale du code normal. Le Reichstag, déjà, quand les femmes sont entrées au Reichstag, il y a eu 4 jours de débat pour savoir comment il fallait qu'elles s'habillent, et si elles avaient le droit de parler parce que leur voix était considérée comme trop aiguë. 1918. Pensez à l'arrivée de Cécile Duflot en robe à l'Assemblée. Vous voyez le retard qu'on a accumulé. Il ne faut pas faire ce genre de comparaison. Bon. Mais imaginez dans une république, dans une assemblée qui a été dans un bâtiment construit en 1884, béni quasiment par Bismarck, 107 députés qui arrivent en uniforme de la SA, de la section d'assaut. Bon, ça dit... La guerre est en train de rentrer au Reichstag, et j'y reviendrai, c'est faux. Mais ça le dit, symboliquement ça le dit. C'est faux, mais ça le dit. Et puis vous en avez d'autres, vous avez Hitler. Hitler, caporal, gazé, décoré, courageux, soldat, enfin en tout cas qui incarne, et il le disait lui-même, il le dit, dans ce manque de mise en mémoire allemande, il n'y avait pas de jour de commémoration, il n'y avait pas de soldat inconnu. Hitler dit « je suis le soldat inconnu vivant ». Et les choses nous paraissent finalement assez simples. Et là on rentre dans quelque chose un peu de détail. C'est assez simple de se dire, le fascisme et le nazisme en particulier, c'est l'émanation de la guerre. Ernst Röhm, le cicatrisé dirigeant, chef des sections d'assaut, disait « le parti nazi est né dans les tranchées ». C'est simple. Là, on est dans quelque chose de tangible. Et vous voyez ce que ça implique en termes sociologiques, ça voudrait dire que les nazis sont avant tout un mouvement d'anciens combattants. Bon. Moi, j'étais parti avec ça, avec mon bagage, avec mes études, et j'y suis allé. Et j'avais ma base de données, c'est-à-dire tous les députés de la République de Weimar. Députés nazis, 287, députés communistes, 203. Quand je dis ça, c'est vraiment l'ensemble de toutes les élections. C'est-à-dire j'ai agrégé l'ensemble des députés réélus. C'est-à-dire qu'en termes de sièges, c'est beaucoup plus. Là, c'est de la mécanique, mais si vous avez votre hashtag de 1919, 1920, 24, 24, 28, 30, 32, 32, il y a eu 8 élections. C'est à chaque fois 400, 500. Donc ça vous fait beaucoup plus, ça vous fait 3600 sièges à pourvoir. Mais si vous ajoutez à ça le taux de renouvellement, en réalité, l'ensemble du personnel législatif de la République de Weimar, c'est 1674 députés. Pas du tout uniquement nazis. Évidemment, ça aplatit un peu les 14 ans de la République, mais bon, des nazis, des communistes, des socialistes, des catholiques. Sur cet ensemble-là, 756 avaient fait la guerre, la moitié, 45%. Donc déjà, rien que ce chiffre-là qu'il fallait aller calculer, il fallait aller dans chaque archive, voir si le type, les carnets militaires, rien que ça montre que c'est une mascarade de croire que les nazis étaient l'émanation de la guerre. Ils en étaient peut-être une émanation, je vais y revenir, mais en tout cas,
ça, aussi bizarre que ça puisse paraître, par exemple en 1924, le parti au Reichstag qui compte le plus d'anciens combattants, c'est le Parti communiste. 2 ans plus tard, c'est le Parti conservateur. Et les nazis arrivent finalement assez tard, aussi parce qu'ils arrivent tard à des victoires électorales. Alors certes, ils ont 80 à la chambre, hein, qui est vraiment le haut de la pyramide. Dans le parti, c'est autre chose. Mais à la chambre, ils ont 80% d'anciens combattants. Et là, effectivement, c'est le parti qui compte le plus d'anciens combattants au Reichstag. Mais vers la fin. Au début, c'est les communistes, parfois les conservateurs, parfois les catholiques. Du coup, ça m'a amené à me demander pourquoi à ce moment-là les nazis ont réussi à créer une mémoire spécifique de la guerre et pourquoi elle leur a servi à gagner. Et là, ça nous interroge, je pense, en tant que Français, parce qu'on a vraiment cette idée de la chambre bleue horizon. C'est-à-dire que finalement, de l'unanimité des tranchées est née une refondation de la République et une unanimité du peuple français. 8 millions de soldats côté français, 13 millions côté allemand, on est dans des ordres de grandeur très comparables. Et on se dit, mais pourquoi ça n'a pas marché en Allemagne? Alors, question annexe, si ça avait marché et qu'autour de la défaite s'était créé un front du refus de la défaite, ça aurait peut-être pas été une bonne chose pour la France, parce que finalement, il y aurait une identité nationale allemande qui serait construite de manière commune sur la revanche. Bon. C'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi c'est pas ce qui s'est passé? Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, les élites allemandes sont restées très stables. Et là, il faut bien se rappeler que nous, en France, on a eu une victoire, et puis, si je puis dire comme ça, back to business. Mais en Allemagne, il y a eu une défaite, une révolution, la chute d'un régime, la fin d'une monarchie, et Dieu sait quel traumatisme ça a pu être pour les contemporains, une révolution d'abord social-démocrate, puis spartakiste, et donc dans ce bing-bang-là, on pourrait se dire, mais là, il y avait les chances, quelles qu'elles soient, d'une refondation. C'est pas le cas. C'est-à-dire que même si, pour donner des chiffres, 70% des députés, par exemple, étaient nouveaux au Reichstag, en réalité, alors là, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a énormément de continuité dans le personnel politique. Et cette continuité, dans les pratiques, dans la sociologie, dans le recrutement des élites, elle a conduit à quoi? De l'Empire, où les partis étaient des partis de classe, et là, il faut vraiment imaginer la division allemande, c'est-à-dire que je pense que même au pire de la querelle des inventaires en 1905, le clivage entre, mettons, le camp pour le camp laïque et le camp en France, en Allemagne, ce clivage-là, c'est le clivage habituel entre ouvriers, les Junkers de l'Est allemand, enfin, c'était des clivages très forts. Et la guerre n'a pas changé ces clivages-là. C'est-à-dire que l'expérience de guerre, 13,1 millions de soldats, tous ensemble, dans les tranchées, ça n'a pas été suffisant pour modeler une identité politique différente. Pour le dire rapidement, chaque parti avait sa mémoire de la guerre. Les conservateurs disaient guerre héroïque, guerre de caporal, guerre de capitaine, guerre de courage, guerre de sacrifice, ce terme fondamental pour la droite allemande qui est Opferbereitschaft, intraduisible, la capacité de sacrifice, la capacité à donner sa vie pour la nation. Alors qu'à gauche, on parlait alors très à gauche, on parlait de bain de sang capitaliste, etc. Et puis au centre, on avait, chez les libéraux, chez les catholiques, c'est un peu cette tendance à dépolitiser la question en disant la guerre est une folie, la guerre est un orage qui s'est abattu sur l'Allemagne, que finalement nous avons tous subi, et puis pour essayer de mettre en commun cette expérience-là. Mais très rapidement, et là quand je dis très rapidement, c'est dès 1919, les identités politiques reviennent, rigides, les divisions de la société politique allemande reviennent, et la guerre sert à réaffirmer ces divisions politiques. C'est pas seulement une manipulation a posteriori, c'est-à-dire que, et là on touche quelque chose qui pour nous Français n'est pas évident, parce qu'on est tellement convaincus du mythe du poilu unanime qui fait partie, mais avec Marianne, avec le reste, vraiment du socle, il n'y a qu'à voir le centenaire. Il n'y a pas d'Américain, il n'y a pas de chef militaire, il n'y a que le poilu. Le poilu a gagné, et il gagne le centenaire. Si cette mémoire de la guerre a été si clivée en Allemagne et n'a pas servi à une refondation, c'est aussi parce que, c'est pas une question seulement de manipulation a posteriori, c'est aussi parce que l'expérience de guerre elle-même, de ces 13 millions de soldats, avait été une expérience de classe. Et là, sur mon petit échantillon de 800 soldats, c'est radical, c'est-à-dire que tous les ouvriers ont fait une guerre de simples soldats, qu'ils aient été politisés ou pas, avant la guerre. Tous les conservateurs, tous les aristocrates ont fait des guerres, et ça ne vous étonnera pas, la carrière militaire dans l'aristocratie prussienne, c'était quand même quelque chose. On fait des guerres de généraux, et puis les libéraux ont fait des guerres intermédiaires, mais de gradés.
Et quand ça doit s'intégrer dans la Nouvelle République, vous vous retrouvez avec des moments, pour donner un peu de chair à ce que je suis en train de dire, c'est tout simple. C'est des partis de classe, une guerre de classe, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, quand vous envoyez un député social-démocrate débattre de la réduction de l'armée allemande à 100 000 hommes pour le traité de Versailles au Reichstag, et qui dit son premier speech, son premier discours, c'est de dire « On enterre aujourd'hui l'armée bismarckienne, je suis très content. Cette armée a été ma torture pendant 4 ans sous les bottes des officiers prussiens. » Et qu'ensuite, le député conservateur qui répond à ça, c'est le général von Gallwitz, 3 fois général, et pas vraiment un ami ni de ses troupes, ni des sociodémocrates, et qui répond en disant « Vous insultez l'honneur de l'armée, j'ai été 4 ans dans les tranchées, je sais ce que c'est que la guerre, vous n'allez pas m'apprendre la guerre. » Et là, le député communiste arrive et dit « Écoutez, on sait ce que c'est que la guerre, c'est souffrir sous vos bottes. » Et vous voyez donc que cette guerre-là, comme on dit en allemand, Hauseigene Erfahrung, d'expérience première, de ce qu'ont vécu cette guerre de classe. Et ça, c'est vrai qu'on n'est pas habitué en France à penser ça, c'est-à-dire la rigidité des classes sociales dans les tranchées. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, et donc la guerre, finalement, a fait une rupture, évidemment, majeure, mais pas une rupture dans cette société de classe. Bon. En quoi ça nous donne une meilleure compréhension? C'est-à-dire que je vous disais, finalement, le parti nazi apparaît comme une émanation de la guerre, une émanation de l'unanimité de la guerre. Et finalement, tout ce que je viens de raconter ne change pas grand-chose à ça. C'est-à-dire qu'on se dit, on a un système de parti de classe qui n'a pas été capable de sortir de l'expérience de guerre quelque chose, et le parti nazi, lui, a réussi. Et vous voyez bien qu'en faisant le parallèle sur ce que je vous racontais sur l'histoire du vote, c'est assez facile de se dire, finalement, les nazis avaient compris que dans la guerre était en germe une société de masse, à guerre de masse, société de masse, et ils ont su capter à travers le mythe de la guerre quelque chose que n'ont pas réussi à capter les autres partis, puisqu'ils avaient inséré cette mémoire dans quelque chose en retard, de pas moderne. Là, il faut être bien clair, le parti nazi n'a jamais été une émanation de la guerre. Il a été une instrumentalisation de la guerre. Et ça nous pose vraiment question. Je vous donne un exemple. Gregor Strasser, la frange soi-disant socialiste du parti nazi, ancien combattant, arrive au Reichstag et dit en 28, 2,8, il y a 12 députés nazis. Et il monte au pupitre et il dit « Nous, les soldats du front », et là, réaction de ses amis, enfin de ses collègues députés, vous pouvez deviner, tout le monde rigole. Parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, la moitié des députés qui ont été soldats du front, et donc quand Gregor Strasser du parti nazi arrive en disant « Nous, les représentants de l'unique esprit du front », les socialistes, qui comptent la moitié d'anciens combattants, le rient au nez. Quand il y a 12 députés, c'est facile. Quand il y en a 107, puis quand il y en a 230 en 1932, c'est beaucoup plus compliqué, et on a ce fameux débat où Goebbels, Joseph Goebbels, 1m56, 45 kg, un pied beau, qui n'a pas fait la guerre, traite le parti socialiste de déserteur. Et là, on est en plein dans la contradiction, c'est-à-dire que Goebbels s'en fiche, c'est de toute façon un cynique, c'est de toute façon quelqu'un qui sait que la rhétorique n'est pas une question de vérité, mais de faire le mensonge le mieux habillé. Mais quand Goebbels va dénier aux socialistes leur expérience de guerre, c'est volontaire, c'est cette volonté du parti nazi de capter, mais c'est une pure usurpation. Enfin, je veux dire, il faut voir le culot qu'il fallait avoir à l'époque pour dire nous, les soldats du front, quand on savait les proportions de soldats dans les autres formations. Et je dois dire, le parti nazi réussit cette usurpation. Et à mon avis, c'est une clé majeure de compréhension de la victoire nationale socialiste. Je m'arrêterai pas là parce que quand j'ai dit ça, finalement, on sent qu'on est à la moitié de quelque chose. Et comme il reste 7 minutes, je vais pouvoir conclure. Je peux dépasser un petit peu, mais je suis dans les temps. Normalement, je suis un universitaire qui tient ses délais, je ne sais pas si c'est rare, mais je pense que cette première hypothèse que je vous soumets, elle ne peut pas être comprise si on ne prend pas en compte la question générationnelle, qui va être mon troisième temps, un peu plus rapide. Pourquoi ? Une des découvertes de cette thèse, c'est que je reviens sur ces 1674, le clivage finalement. Quand on fait de la sociologie historique, ce que je fais, on cherche des données, et puis on se dit est-ce que 4% c'est clivant, dans quel contexte, etc. Je pense que la chose qui m'a le plus étonné, c'est que tous les partis du centre, c'est une petite musique sympathique. Sabotage.
Exactement. Que tous les partis du centre. C'est-à-dire, j'exclus de ça les communistes et les nazis. Leur médiane d'âge, c'était 51 ans. Ce qui, globalement, au passage, correspond tout à fait à l'âge des députés aujourd'hui. Comme s'il y avait finalement une régularité dans le cursus honorum. Pour être député, il faut avoir 50 ans. On n'est pas sérieux quand on a 50 ans. Mais bon, simplement, la médiane d'âge des députés communistes et des députés nazis, elle était de 36 ans. Médiane. Ça vous dit que Goebbels, il rentre au Reichstag, j'ai bossé sur Goebbels avant, donc je le connais bien. Goebbels, il rentre au Reichstag en 28, il est né en 1997, donc il a 31 ans. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit finalement que, si on veut comprendre une des victoires du nazisme, c'est le côté expérience de guerre plus jeunesse. Et pourquoi c'est fondamental? Alors là, c'est le moment où il faut vous accrocher, et ça arrive au final, donc il vaut mieux, mais c'est très compliqué, c'est... Finalement, je reviens sur mon hypothèse de brutalisation. C'est facile, les nazis, c'est facile à comprendre, c'est la génération du front. C'est la frange 18 ans, 44 ans, des gens qui ont été mobilisés. L'Allemagne est habituée à penser les choses un peu autrement et à distinguer deux générations, la Frontgeneration, la génération du front, et celle, alors ça n'existe pas du tout en français, celle qu'on appelle la Nachkriegsjugendgeneration, ou à la rigueur la Kriegsjugendgeneration, c'est très beau, la génération des jeunes de la guerre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? La génération des jeunes de la guerre, ça dit ce que ça dit, c'est des gens qui n'ont pas fait la guerre. C'est la génération née en 1900, qui en 18, soit masculine évidemment, est dans une école militaire, mais qui ne va pas connaître le front. Et cette génération-là, pourquoi elle nous intéresse? Parce que finalement, si je veux synthétiser, aller vite, c'est elle qui va faire gagner le nazisme. C'est elle. Pourquoi? Les nazis vont comprendre le réservoir politique de cette génération-là. Et ils vont le comprendre, alors là, pour le coup, je m'engage 10, 15, 20 fois mieux que tous les autres partis politiques. Cette génération, c'est une génération qui a grandi, donc il faut s'imaginer ce que c'est avoir 14 ans, ou 10 ans, ou 12 ans, au moment où la guerre se déclenche. Voir partir son père, auréolé de gloire, voir partir son frère, auréolé de gloire, soi-même rêver d'aller faire l'école des cadets de Karlsruhe, ou je ne sais pas. C'est vivre 4 ans, pas comme les Français, pas avec une expérience directe des enfants français, une expérience directe de ce que c'est que la destruction de Reims, une expérience directe de ce que c'est que le pilonnage de Verdun, une expérience directe de ce que c'est, alors quand je dis direct, je veux dire les enfants français, évidemment, il y avait eu un exil des enfants, et ce que je veux dire c'est que les enfants allemands n'ont vécu la guerre que par une espèce de médiatisation extrêmement patriotique, à travers une culture de guerre, où on leur expliquait le bien fondé de cette guerre-là. On ajoute à ça l'absence des pères. Alors, je n'aime pas la psychologie historique du tout, mais il y a quand même quelque chose qui se joue de cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est des enfants qui se sont retrouvés soutien de famille très rapidement, et on le voit, on le lit, alors là dans les sources qualitatives, c'est des enfants qui ont dû très rapidement mettre leurs émotions de côté, qui ont grandi, grandi trop vite, c'est beaucoup trop rapide ce que je raconte, mais il y a cette idée-là. Et c'est des enfants qu'on a élevés pendant 4 ans dans l'idée qu'ils allaient prendre les armes pour aller combattre, et au moment où ils arrivent sur le front, c'est la défaite. Pour donner un exemple très clair de ce que ça peut vous donner en termes sociologiques, d'un côté vous avez un Göring, héros de la Luftwaffe, couronné, etc. Et là on est dans la génération du front. De l'autre côté vous avez un Heinrich Himmler, né en 1900, qui à 17 ans rêve, d'égaler, mettons son frère, son père, et qui va jamais au front. Et ça crée un premier problème. Pourquoi un problème? Parce que ces deux générations-là, au départ, elles ne vont pas être en concurrence. Elles ne vont pas être mises en concurrence socialement. Mais en tout cas, dans le dispositif mémoriel weimarien, on va clairement, à cette génération de jeunes qui n'ont pas fait la guerre, on va clairement poser la génération du dessus, la génération du front, comme un modèle. Comme un modèle de cadrage, comme un modèle qui permet de faire finalement rentrer dans le rang. Alors je n'ai pas parlé beaucoup des femmes, malheureusement, je m'y suis intéressé au Reichstag, elles n'ont pas été beaucoup, elles ont encore moins pris la parole de ce qu'elles étaient, mais on a très bien fait rentrer dans le rang les femmes après la guerre, mais il faut faire aussi rentrer dans le rang ses enfants, et on leur dit, tu honoreras ton frère mort, quand il revient, parce qu'un certain nombre sont revenus, tu dois le respect à ces gens-là, et puis il faut regarder que cette génération du front, là je reviens sur la génération des aînés, elle était elle aussi confrontée à une crise de reconversion économique très forte. Mais, quoi qu'on en dise, au moment où l'hyperinflation est arrivée en 1923, une grande partie de ces 13,1 millions de soldats qui avaient combattu, moins les 2 millions qui étaient morts, étaient quand même réinsérés dans le contexte économique, alors que cette génération
cette génération des jeunes de la guerre, qui n'avaient même pas de quoi se vanter, pas de courage. C'est-à-dire pas de courage à faire valoir, ils n'avaient pas fait la guerre. Et qui étaient confrontés, alors là, à une crise terrible en 1923, qui allait rejouer en 1929, on avait un réservoir de radicalité politique extrêmement fort. Pourquoi les nazis ont réussi à instrumentaliser ça et pas les autres partis? Les autres partis politiques, finalement, le nazisme, pendant très longtemps, est resté complètement en dehors de ce réservoir politique. Pourquoi? Parce que, sans être socialiste, le discours radical, anticapitaliste, jeune, des jeunes contre les vieux, était très fort. Mais finalement, là, je vous demande quasi de me croire sur parole, parce que ça peut paraître étonnant. En tout cas, le discours envers les jeunes, les nazis n'étaient pas tellement occupés par la question de la guerre. Ils étaient beaucoup plus sur un discours économique, anticapitaliste. À cette époque, mettons 1927. Et les autres partis qui, eux, s'occupaient de ça, quand ils parlaient à leur jeunesse, ils leur disaient ce que je vous disais, à leur jeunesse non combattante, ils leur disaient « Regardez vos aînés et respectez vos aînés » dans quelque chose de très ambigu, parce que c'était en même temps respecter la génération du front, mais très rapidement, ça pouvait glisser vers respecter aussi la génération du dessus, c'est-à-dire la génération de l'Empire, la génération des fondateurs. Apprenez à respecter Bismarck et Guillaume II, et en plus ceux qui ont continué cette œuvre-là, c'est-à-dire les soldats du front. Quand vous êtes un jeune de 20 ans, qui a vu son économie s'effondrer une première fois en 1923, et qui voit cette économie s'effondrer une deuxième fois en 1929, avec aucune perspective, mais là quand je dis aucune, c'est pas pour me mettre en valeur, mais avec la sortie du bouquin, j'ai été invité à la télé, et le présentateur m'a dit, quand même, le débat était fantastique d'intelligence, c'était Société française de points, le retour des années 30. Et le type me dit, finalement, vous voyez, aujourd'hui, on est dans le retour de ça. Et là, j'ai dit, écoutez, on n'a pas le droit d'insulter. Ça ne veut pas dire que la Grèce n'est pas dans une situation catastrophique aujourd'hui, que l'Espagne n'est pas, et que la crise économique actuelle n'existe pas, c'est pas ça. Mais on n'a pas le droit d'insulter les 2 millions de chômeurs de Berlin, et quand je dis chômeurs, ils touchaient rien, c'est-à-dire il y avait une aide sociale qui consistait, c'était la soupe populaire. Bon. Donc pour essayer de conclure, là où les nazis ont réussi, c'est qu'ils ont compris, et c'est assez tard, c'est au moment de la sortie de À l'Ouest rien de nouveau, et de l'énorme débat sur la revivification, et là on voit bien qu'il y a une différence notoire entre l'Italie fasciste, c'est-à-dire que la crise de la sortie de guerre fasciste italienne, elle va très vite, et c'est réglé en 3 ans. Sauf qu'en Allemagne, peut-être, alors sans penser trop facilement que c'est parce que les structures étaient mieux posées qu'elles ont plus résisté, je ne pense pas que ce soit ça du tout, c'est simplement que en 1929, la génération des jeunes de la guerre devient majoritaire dans un certain nombre d'instances. Pour le dire très vite, les corps francs, ces milices paramilitaires issues de la Première Guerre mondiale, dans le direct après-guerre allemand, on a en sociologie, on a 70% d'anciens combattants dans ces formations et 30% de ces jeunes de l'après-guerre. Vous voyez que déjà l'ambiguïté est là. Qu'est-ce que ces jeunes viennent faire là? Est-ce qu'ils viennent chercher une expérience de combat? Est-ce qu'ils viennent acheter une participation nationaliste patriotique? 10 ans plus tard, cette proportion-là, elle s'est renversée. Et c'est en ça que je vous disais, dans les sections d'assaut, on a 30% d'anciens combattants. 30%. Donc là, l'émanation de la guerre, non. Et on a 70% de jeunes n'ayant pas fait la guerre, où là, on n'est pas dans la guerre comme expérience première, mais on est dans la guerre comme mythe. Et les nazis vont comprendre ce mythe. Pourquoi? Donc j'essaie d'avancer. Tous les autres partis vont continuer à répéter à ces jeunes qui n'ont plus aucune perspective d'avenir en 1930, honorez vos aînés, honorez la génération du front, et les nazis vont réussir, mais un hold-up qui est quand même, quand on y pense, c'est démentiel, ils vont leur dire, vous pouvez exister, vous êtes les égaux de vos grands frères, parce que si vous luttez contre les communistes, si vous allez avec vos poings, si vous allez avec la violence, et c'est une ampleur qu'on a du mal à imaginer. Les élections législatives de 1932, c'est 430 morts en 1 an dans les batailles de rue, qui n'a plus rien à voir avec une quelconque guerre de tranchées. On est dans une guerre politique, on est dans une guerre usurpée, on est dans, il faut voir la mauvaise foi du type bien sûr lui du parti nazi qui dit à un gamin de la SA, mettons de 20 ans, si tu tues un communiste, tu es un soldat du front. Et là on voit bien qu'on est dans quelque chose de... Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est un auteur anglo-saxon qui s'appelle Richard Bessel, et qui dit très bien dans son ouvrage sur les sections d'assaut, c'est des hooligans.
et faire de ces hooligans... Alors, ça a tendance à dépolitiser la question, mais mettre ces gens-là qui se battaient à coups de broc, de bocs de bière dans des gargotes berlinoises sur le même plan symbolique que des soldats du front, il fallait oser, les nazis ont osé. Ils ont osé et ça a fonctionné. C'est-à-dire que la jeunesse, et là, ça c'est très récent comme découverte, une grande partie de la jeunesse, y compris catholique, y compris même des partis de gauche, ont adhéré à cette lecture martiale, usurpatrice de la guerre par les nazis, parce qu'elle leur offrait un débouché symbolique. Parce qu'elle leur offrait un débouché d'existence. C'est-à-dire qu'on leur disait, et ça vous le voyez bien, par exemple, vous le voyez dans Berlin, Alexanderplatz de Alfred Döblin. C'est-à-dire vraiment, bon finalement je deviens nazi parce que c'est la pauvreté, mais c'est pas seulement ça, il y a des enjeux symboliques, c'est-à-dire on donne une capacité d'exister. Ça pose une question, je vous ai dit tout à l'heure, les partis du centre sont finalement exclus de cette logique-là. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, 50 ans de moyenne d'âge. On ne peut pas revendiquer de représenter la jeunesse quand on est soi-même, bon, malgré tout, déjà bien avancé. Alors que les nazis, 50 ans, je trouve ça très jeune, mais vous voyez bien la différence. Je veux blesser personne. Mais vous voyez bien la différence entre ces partis-là et là. Alors ça, c'est important quand même dans la théorie totalitaire. Et c'était très différent des nazis, 36 ans, et dans le parti, c'était 30 ans de moyenne d'âge, et des communistes. Et alors là, si vous avez envie de m'embêter, vous me dites, mais attendez, alors pourquoi les communistes n'ont pas réussi à capter cette violence-là ? Pourquoi ce réservoir de radicalité politique générationnelle, ils n'ont pas réussi à le capter ? Et là, j'aurais tendance à dire, je ne suis pas assez avancé dans la réflexion là-dessus, bien que je connaisse assez bien les communistes, je pense que l'eschatologie révolutionnaire, spécifiquement sous Weimar, où on a un parti stalinisé, d'une pauvreté idéologique terrible. Enfin, je veux dire, là pour le coup, les 43 000 pages de débat, quand on voit marqué orateur communiste, c'est le moment où on boit un deuxième café en se disant on va en prendre pour son grade de vulgate, mais asséchante. Et je veux dire, là, alors les communistes ont réussi à capter une certaine jeunesse, il fallait bien quelqu'un pour aller faire le coup de poing dans ces combats de rue contre les nazis, mais clairement on sent que, en termes d'habileté symbolique, l'insertion de la jeunesse dans l'eschatologie révolutionnaire, c'est quand même fait d'une manière beaucoup moins habile que l'insertion de la jeunesse dans l'eschatologie guerrière par les nazis. Et je crois que finalement, dans la doxa communiste réifiée telle qu'elle était sous la férule de Ernst Thälmann, qui était la chose de Staline, penser un conflit de génération, c'était déjà une défaite dans penser le conflit de classe. Et ça, on le retrouve souvent. Le générationnel, ça embête les marxistes, parce que ça contredit la théorie des classes sociales. Le fait que ça bouge en termes de couches d'âge, ça embête. Alors, et donc on voit bien que là, les nazis ont compris quelque chose. Ils ont compris que la massification de la société, elle se faisait par sa jeunesse. Et elle ne s'était pas faite par la guerre, elle s'était faite, à mon sens, par des questions économiques. C'est-à-dire que là, pour le résumer d'une manière beaucoup trop rapide, mais les nazis ont dit guerre et ont dit ce mot qui répétait tout le temps, Volksgemeinschaft, la communauté du peuple, et ils ont mis un mot guerre sur des transformations qui étaient des transformations économiques, de l'hyperinflation, de la paupérisation des classes moyennes, et ils ont mis un mot là-dessus et d'une aspiration de la jeunesse. Pour conclure, sur une note pessimiste, parce que c'est pas tellement pas ce qu'il faut faire, mais tant pis. Là, vous voyez bien, je vous donne tout un tas, finalement, pour expliquer d'explications qui tendent à se focaliser sur les causes exogènes à la République. Et c'est une grande tendance de l'historiographie. Et finalement, ça satisfait tout le monde intellectuellement. C'est facile, vous avez, vous savez, votre panneau de vote où on voit finalement les partis du centre comme ça se faire grignoter par la tenaille communiste d'un côté, nazi de l'autre. Puis c'est facile, c'est mécanique. Et la République, finalement, n'est qu'une victime qui a pas résisté. C'est confortable intellectuellement. C'est pas faux. Hein. Vous avez bien vu, là, en 45 minutes, que finalement, les causes exogènes nous font comprendre quand même que ce qu'a eu à porter cette République, que finalement, la question qu'on se pose, moi, avec laquelle j'étais parti, ce doute fondamental, et pourquoi ça a échoué, très rapidement, au bout de 3-4 ans, je me suis dit, en fait, pourquoi ça n'a pas échoué plus tôt ? Et en même temps, et c'est là où je finis sur cette note pessimiste par rapport aux élites politiques, uniquement mes élites à moi, mes députés,
Sur mes 1674 députés, j'ai dépouillé 130, bon, j'avais des informations quantitatives pour tous, j'ai dépouillé 130 fonds d'archives à peu près. Sur ces 130 fonds d'archives de députés, il y avait 3 députés qui parlaient du Reichstag. 3. Alors déjà, ça, je peux vous dire que quand vous faites une thèse et que vous découvrez ça, il faut un peu des trésors d'ingéniosité pour pas abandonner tout en plan et se dire « Mon Dieu, qui m'a concocté ce sujet ?» et ça marche pas. Mais ce que je veux dire par là en creux, c'est-à-dire que clairement, en tout cas pour les députés, il y a un manque d'adhésion à la République. C'est-à-dire que les nazis, évidemment, et ça c'est un débat qui est aussi vieux que la République de Weimar, c'est-à-dire est-ce que les nazis ont détruit la République ou est-ce qu'elle était déjà morte? Et c'est un débat qui est évidemment extrêmement clivant politiquement, c'est-à-dire que toute la vieille frange, tous les vieux historiens de Weimar, bien conservateurs, élevés à la sauce de l'Empire, une fois que le nazisme a été terminé, quand il a fallu écrire l'histoire de la République de Weimar, mais ils avaient tous compris, Brüning était un sauveur, et la République finalement était morte dès 1930. Et vous voyez bien en quelle mesure c'est une lecture extrêmement conservatrice. Aujourd'hui, je dirais que dans ce que j'ai découvert par rapport à ma thèse, il y a un petit peu des deux, sans rentrer dans le détail, parce que c'est des questions de chronologie assez fines, c'est-à-dire que le premier gouvernement Brüning, c'est le 13 mars 1930. Les nazis n'étaient pas du tout à ce moment-là, ils n'avaient pas le vent en poupe, donc on sent bien qu'en tout cas la République telle qu'on l'avait connue était déjà terminée à ce moment-là, mais qu'elle n'allait pas nécessairement lui succéder un régime fasciste, mais peut-être une dictature. Brüning, Hindenburg étaient finalement assez favorables à utiliser la crise économique pour liquider la démocratie. Mais en revanche, il y a quand même un certain nombre de choses, je dirais, et je conclurai sur ces deux idées-là. D'abord, des scandales économico-financiers dont on a vraiment Dieu, qui sont très peu connus. Je pense que les Allemands n'ont pas envie de toucher à ces sujets-là. J'y ai touché modérément parce que c'est les sujets sur lesquels il faut un peu se blinder, notamment j'en parle un tout petit peu dans le livre, des Panama allemands, mais d'une ampleur. Quand vous avez un ministre de la Poste qui se suicide parce qu'on vient de découvrir qu'il a fait passer des millions via des banquiers juifs d'Ukraine et de Russie, etc. Évidemment, du pain béni pour l'extrême droite qui se rue là-dedans pour dénoncer le Parti socialiste comme une école des juifs, etc. Ça s'appelle le scandale Barmat. C'est un scandale qui a lieu en 1925, mais qui est rejoué en 1929 avec un autre scandale économico-financier qui s'appelle le scandale Kutizka. Et pareil, la même, des banquiers juifs de l'Est qui ont caviardé l'ensemble de la municipalité de Berlin. Et là, les nazis arrivent vraiment à mobiliser sur ces questions-là. Alors quand je dis les Allemands ne traitent pas ce sujet-là, parce qu'ils savent très bien qu'à l'époque, ça avait été déjà instrumentalisé par l'extrême droite et ça pose un vrai problème. Mais il faudrait une monographie sur ce sujet-là, et d'ailleurs, à mon avis, avec une comparaison avec Panama, parce qu'il y a des ressorts qui sont comparables. Au-delà de ça, parce que ça, je ne considère pas nécessairement que c'est de l'histoire intéressante, c'est de l'histoire polémique, etc. Mais au-delà de ça, réellement, ce que j'ai mesuré en faisant cette thèse, c'est l'absence totale, une absence très forte d'adhésion des députés eux-mêmes pour cette République dont ils étaient censés être les premiers défenseurs. Pour le communisme, ça se comprend, c'était pas leur job, eux ils étaient censés détruire le système de l'intérieur. Pour les nazis, c'était encore moins le cas. Mais quand, je le dis dans le livre, c'est quand même important, quand le seul débat qui a lieu chez les nazis, c'est de savoir, les députés avaient disposé de l'immunité parlementaire et d'une carte de transport gratuite pour aller faire les débats, pour aller aux sessions parlementaires. Et quand, en 1932, un député nazi il veut être classé plus haut sur la liste, parce que c'était un scrutin de liste, il dit, écoutez, j'ai absolument besoin d'être député, j'ai 5 condamnations pour attaque antisémite, donc il faut que j'ai l'immunité parlementaire. Et l'autre lui répond, non, on peut pas, votre collègue qui est juste en haut dans la liste, il faut qu'il ait la carte de transport gratuit pour aller faire de la propagande dans l'Est. Et là, on se dit, il y a une instrumentalisation de la République qui est terrible. Ça, c'est pour les partis extrêmes, ça surprend finalement assez peu. Mais même au sein des partis républicains, on sent vraiment il y a eu une absence d'adhésion et que même les républicains de raison, très rapidement, ont abdiqué. Ça n'enlève rien aux causes exogènes qui sont majoritaires, mais c'est vrai que voilà, 130 fonds d'archives dépouillés, 3 personnes qui parlent du Reichstag. J'ai senti à travers cette recherche qu'il y avait un équilibre instable, toujours à renégocier, entre la manière dont la République s'était vidée d'elle-même dans sa lutte contre la crise économique et la manière
dont les nazis avaient réussi à instrumentaliser ça à leur propre profit. Je vous remercie, j'ai été un peu long et je suis à disposition pour les questions. Alors, le débat est ouvert, c'est Hervé qui l'a dit, je vous en prie. Alain. Toutes les questions sont bienvenues, de tout. J'avais deux petites questions. Une première, est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelque chose au niveau de la structure la nature du parlementarisme allemand, si vous voulez, qui était peut-être un peu différent du parlementarisme français, qui était plus récent. Et par rapport à la culture démocratique en Allemagne, qui était peut-être moins ancrée depuis beaucoup moins longtemps. Donc voilà, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une différence fondamentale au niveau du parlementarisme allemand? Et ensuite, au début, vous avez parlé des humanités conservatrices. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette différence, par exemple, dans la conception de l'identité dans les humanités en Allemagne, qui a fait que les Allemands ont pu jouer sur des cordes différentes que n'ont pas pu capter les autres partis dont nous parlait son peuple, des penseurs de la révolution conservatrice, ou l'émergence ensuite de Max Weber. Voilà. On prend plusieurs. Très bien. Alors, sur je vais faire une réponse de Gaston sur la structure du Parlement et la culture démocratique. On adore, avec notre Troisième République triomphante, chanter les victoires. Vous comprendrez que je suis un peu critique sur certains points, mais c'est la comparaison qui oriente ça. Je suis pas un grand spécialiste d'histoire française, mais souvent on est plus agacé quand on a bougé culturellement dans une autre ère. Donc nous, on est très convaincus que le parlementarisme à la française, voilà. Il y a une culture parlementaire française bien plus ancienne, et si on regarde finalement de près, même la monarchie de Juillet, on a des choses qui sont déjà en place en termes de culture politique. L'erreur qu'il ne faudrait pas faire, c'est de considérer que le Kaiserreich, et ça c'est l'empire allemand bismarckien, Guillaume II, Guillaume I, et c'est une erreur qu'on fait très souvent, et qui finalement nous empêche de penser les choses. On a tendance à dire, voilà, ce que je disais au début, c'est l'empire d'autorité, c'est facile. Finalement, c'est confortable intellectuellement de se dire que c'était Bismarck et que le Parlement, c'était rien du tout. J'ai tendance à croire que la modernité parlementaire allemande était quand même bien plus forte que ce qu'on peut imaginer, d'un certain point de vue. Il ne faut pas exagérer, le Parlement, sous l'Empire, avait un contrôle assez faible, très faible, enfin, je veux dire, il avait été voulu par Bismarck. C'est en ça qu'on voit son génie politique. J'aime pas dire ça souvent, mais là, Bismarck qui dit... Je vais faire la constitution la plus démocratique du monde parce que l'Allemagne est tellement divisée que si on fait un suffrage universel masculin direct, on est sûr d'avoir un parlement faible parce qu'il sera non pas la représentation de l'unité allemande mais la représentation des divisions allemandes. Il faut quand même en 1871 avoir une sacrée intuition pour faire ça, et c'est ce qu'il a fait. Il a fait un parlement faible de partis de classe qui étaient incapables de voter un truc les uns avec les autres. Ça, là où vous avez complètement raison, en termes de culture démocratique, qu'est-ce que ça donne? Et ça perdure sous Weimar. Je vous donne l'exemple, je crois, le plus fondamental. Enfin, je veux dire, on a du mal à imaginer. Le Reichstag avait pris pour habitude de faire unité uniquement quand il s'agissait de voter contre le gouvernement. C'est-à-dire qu'on avait finalement deux institutions qui luttaient contre l'autre. En 1929, on parle de remettre en place un programme de financement militaire, et notamment des Panzerkreuzer, qui veut dire des croiseurs, des blindés sur la mer, donc c'est des croiseurs, des cuirassés, exactement, des cuirassés. Le cuirassé A. Le Parti socialiste fait une campagne aux législatives de 28 ans, pendant 6 mois, en disant on veut pas de cuirassés, on veut du pain et des roses, et ce que vous voulez, et du lait pour les enfants, mais très radical. Ils arrivent au pouvoir, ils sont élus, et finalement, ils décident, pour faire plaisir au gouvernement, les ministres socialistes, je dis toujours socialistes, mais c'est sociodémocrates, proposent de finalement voter les crédits de guerre. Et là, quand même, il faut s'imaginer dans une démocratie, c'est en ça qu'on dit, voilà, qu'est-ce que c'est que ce système-là? La fraction, le groupe parlementaire socialiste, y compris les membres ministres qui ont proposé de voter les crédits de guerre, votent contre leurs propres décisions. Des députés votent contre leurs propres décisions en tant que ministres. Arrivé à une telle
enfin, c'est même pas de la culture, arriver à une telle capacité à garder une culture de non-consensus, d'opposition à tout craint, enfin voilà, là je pense que vous voyez. Et vous retrouvez ça aussi dans l'absence de... Pourquoi il y a eu 20 gouvernements en 14 ans ? Parce qu'il y avait une absence des partis politiques de capacité de compromis. Compromisfähigkeit, vous retrouvez ce mot partout. Et quand vous voyez la sociologie des partis, je prends l'exemple, votre coalition elle est hyper compliquée à faire, parce que Weimar, vous avez le Parti social-démocrate, les libéraux de gauche, les catholiques. C'est ça ce qu'on appelle la coalition de Weimar. Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de mettre à droite ? C'est le DVP, le Parti des libéraux nationaux de droite. Au fur et à mesure de Weimar, ça devient l'antichambre des gros industriels. Et vous vous dites, je vais construire un gouvernement sur des gros industriels et des syndicalistes ouvriers. Et ça aurait pu être possible dans le meilleur des mondes, mais effectivement, là, vous parlez, le terme de culture démocratique est vraiment vrai. La culture démocratique, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est la culture de la discussion, c'est la culture du compromis, et on voit bien que là, il y a un manque dans la culture weimarienne. Pour vous répondre, je vais essayer de répondre vite pour qu'il y ait de la place pas mal de questions, si c'est possible. Pour ce qui est des humanités, alors je ne suis pas un bon historien du culturel du tout, j'aime lire, donc je vois bien que quand je lis Spengler, c'est pas tout à fait libéral, je vois bien que quand je lis Junger, Von Salomon, il se passe un truc dans la culture allemande compliqué. Mais bon, du coup, j'aime bien l'histoire sociale. Ce qui est terrible, c'est de s'intéresser par exemple aux universités allemandes sous Weimar. Et là, on voit que, en parlant de syndicalisme étudiant, donc du chiffre, les universités sont conquises par les nazis très tôt. C'est vraiment flagrant, c'est-à-dire que les nazis, les premiers bons résultats électoraux nazis, c'est avant évidemment 1930, c'est avril-mai 1929 dans les premières élections évidemment fondamentales dans le système allemand, qui sont les élections régionales de Länder. Mais bien avant ça, dès 1926-27, les nazis font des percées extrêmement fortes dans le monde étudiant. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors maintenant, en termes d'humanité, Weimar, en termes d'humanité, c'est compliqué, parce qu'on a le Bauhaus, on a Bertolt Brecht, on a Berlin, la décadente, et en même temps, le monde... Là, bon, je ne pourrais pas conclure de manière définitive, mais le monde universitaire, à mon avis, est déjà un monde très conservateur. Vous avez tout ce qui consiste, des trucs qui nous sont un peu exotiques, mais toute la pratique de la Burschenschaft, les corps, les corporations étudiantes. Anecdote, on cause un petit peu quand même. Quand je suis allé aux archives à Bonn, vous avez deux centres d'archives, le centre Konrad Adenauer pour l'étude du catholicisme politique et le centre Friedrich Ebert pour l'étude du socialisme. Je cherchais un appartement pour 2 mois et je suis tombé dans une corporation étudiante de 14 hommes qui vivaient entre hommes et qui maintenaient encore à notre époque les fondamentaux du corporatisme étudiant allemand, l'alcool, le duel. Voilà. Et donc on est dans ces... Et vous imaginez dans la 3e... J'ai tenu 1 mois. Et après je suis parti et vous voyez bien à mon air quasiment que je me suis sorti de ça à peu près bien. Enfin, il faut imaginer quand même, vous imaginez les armoiries dans une belle maison bourgeoise de Bonn, la photo de tous les membres du corps depuis la création, les grands drapeaux, les armoiries, etc. Et on était en 2005. Et vous imaginez à l'époque ce que ça veut dire de la culture estudiantine. Alors il y avait les corps pour vraiment la réaction aristocratique et les Burschenschaft étaient plutôt quelque chose d'ordre bourgeois. Mais effectivement, en tout cas, dans l'université, quelque chose se passe. Pour ce qui est de la révolution conservatrice, je rebondis juste rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de fondamental et ce qui est le plus mal fait dans le nazisme, c'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure, on ignore la révolution conservatrice. Les gens aujourd'hui, le nazisme ça vend, c'est fascinant, on a envie de s'y intéresser, et on se dit, si Hitler dit ça, c'est original. Et comme on lit pas Spengler, comme on lit pas Müller von der Brücke, comme on lit pas le reste, on se rend pas compte que le nazisme a émergé finalement très tardivement du bouillon de culture folky, et que la révolution conservatrice a énormément de choses à nous apprendre. Donc j'abonde complètement en votre sens, il y a quelque chose à faire, à s'intéresser de nouveau au courant conservateur, parce qu'ils nous apprennent beaucoup, en termes d'idéologie, là, pour le coup, sur ce qu'a pu être le bouillon de culture de l'époque. Alain ? Vous avez évoqué je ne sais pas si on peut parler de clivage, mais entre le vote catholique et le vote protestant. Est-ce qu'il est constant sur la durée et
vous avez évoqué l'existence du Zentrum comme une explication. Je trouve que c'est pas une explication suffisante parce que ce parti-là aurait pu exploser comme les autres. Si les catholiques ont continué à voter pour le Zentrum, c'est qu'il y avait quelque chose qui, je ne sais pas pourquoi, sociologiquement ou idéologiquement, faisait qu'il y avait une constance. Qu'est-ce qui explique Alors, est-ce qu'il y a quelque chose intrinsèquement dans le catholicisme et dans le protestantisme qui peut expliquer quelque chose dans le protestantisme allemand, j'entends. Je ne sais pas si c'est même partout d'ailleurs. si je peux me permettre une blague de mauvais goût, dans le débat je réponds tout de suite après, mais dans le débat qui a pu animer sur la question du génocide et sur Daniel Goldhagen, les bourreaux volontaires d'Hitler, qui disait finalement le protestantisme c'est le terreau de l'antisémitisme, Luther, etc. On rigole entre copains en disant finalement les catholiques sont jamais antisémites. Bon, bah, c'était une blague. C'est une question très intéressante et vous pointez du doigt une grande limite du type de démarche que je revendique, c'est-à-dire quand on est dans les chiffres, ça a un côté sympathique qui est on sait de quoi on parle et souvent c'est du solide, pour peu qu'on sache compter sur ses doigts, ce que j'espère faire. Et en revanche, on y perd effectivement un peu en termes de décision politique, d'idéologie politique. Donc j'essaie de vous répondre en allant sur votre terrain parce que je considère que c'est la bonne manière de poser la question. On a un terme qui, à mon avis, est important à comprendre pour comprendre l'Allemagne de l'époque, qui est ce qu'on appelle des milieux sociaux-moraux. Parce qu'effectivement, l'analyse en termes de classe sociale, elle ne fonctionne pas pour le parti catholique, puisque le parti catholique est un parti avant tout confessionnel, qui comprend des ouvriers et aussi des classes moyennes et peu d'aristocrates, mais voilà. Donc là, les sociologues sont embêtés parce que, clairement, donc on parle de milieux sociaux-moraux. C'est pour pas dire classe, parce que le catholicisme, c'est pas une classe sociale. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit ce milieu social-moral-là? J'ai dit que finalement, pas j'admirais Bismarck, c'est un peu trop, mais Bismarck a compris qu'il pouvait diviser la société allemande pour faire un parlement faible. Par contre, il avait, à mon avis, négligé le concept de résilience, c'est-à-dire qu'en faisant le Kulturkampf, la lutte contre les catholiques et les lois socialistes, les lois contre le Parti socialiste, il a créé deux milieux sociaux-moraux extrêmement forts. Et les catholiques, dans la lutte qu'a menée Bismarck contre eux, se sont structurés dans des réseaux extrêmement forts, des réseaux de chorales, des réseaux de prières, des réseaux de tout ce que vous voulez. Ah bah oui, de fait, là, pour le coup, elles ont organisé, enfin je veux dire, là pour le coup, les communautés étaient organisées. Alors, quand on prend ce milieu social-moral-là qui s'est maintenu et qui a créé, alors il y a eu le Zentrum, qui était la représentation politique, etc., qui s'est maintenu très fortement, et qui arrive sous Weimar. Alors, il y a une scission en 1918 où il y a le parti bavarois catholique qui scissionne, qui votera toujours avec le Zentrum finalement, mais qui déjà est une forme de radicalisation du catholicisme politique. Ce parti-là, et pour vous répondre, et là je pense être complètement honnête, c'est un parti qui n'a pas bougé d'un iota en termes d'électorat. Enfin, je veux dire, le nombre de députés catholiques, il est simple, ils sont à 103, et ils restent à 103 tout du long, 101, 102, etc. Ils ne connaissent pas la crise des partis libéraux à la fin du régime. C'est la Bavière et l'Ardenne. Oui, enfin l'Ouest, évidemment, enfin... Là où il y a un bémol, et ça c'est perceptible chez les conservateurs, le libéralisme, il n'y a pas de bémol, il s'écroule complètement. Mais là où il y a un bémol, c'est que le catholicisme va quand même se radicaliser très fortement vers la droite au moment où le vent tourne. Les conservateurs, j'en parle même pas. Mais là, on sent qu'effectivement, la question de qui pose les débats. Et à partir de 1929, on sent très bien que c'est l'extrême droite qui pose les débats. Et donc le Zentrum, comme les autres partis, va pas perdre en termes de voix, mais va se radicaliser très fortement. Sachant que le combat du parti catholique sous Weimar, c'est la question de l'école. Donc, sur la question de l'école, le Zentrum ne lâche jamais rien, tient sa politique de l'école confessionnelle. Bon. Et là où finalement, j'aime votre question quand vous me dites pourquoi ça n'a pas explosé. Je pense que le Zentrum n'a pas explosé parce qu'il a explosé plus tard. Et là, il ne faut pas oublier que le 23 mars 1933, quand Hitler demande les pleins pouvoirs à tous les partis, en s'étant assuré au moment de l'élection du 5 mars 1933 que les communistes étaient dehors, incendie du Reichstag, etc. Mais quand il demande les pleins pouvoirs, il n'a pas aboli la Constitution, donc il a besoin du vote des 2 tiers. Il sait que le SPD ne votera pas pour lui.
il sait que le destin de l'Allemagne, le destin de dictature de l'Allemagne tient dans les 85-90, ils n'ont pas bougé, députés du Zentrum. Et là, effectivement, vous me dites pourquoi il n'a pas explosé, c'est le moment où le Zentrum explose. C'est-à-dire qu'il y a la discussion se fait en commission, enfin en groupe parlementaire. 14 députés, dont Joseph Wirth, dont d'autres personnes, disent on ne peut pas voter les pleins pouvoirs. Regardez ce qui est en train d'arriver aux militants communistes, regardez ce qui est en train d'arriver aux militants sociodémocrates. Si vous croyez que vous allez pouvoir domestiquer Hitler, vous vous plantez complètement. Et là, Brüning, mais aussi Monseigneur Cass, disent écoutez, déjà, il y a un concordat dans l'air, et ensuite on essaie. Et là, effectivement, ils perdent. Et ils perdent définitivement. Donc vous voyez, quand vous dites pourquoi ça n'a pas explosé, en tout cas pour ce qui est du parti, il y a le premier coup à droite, dès les années 30, où il y a une radicalisation très forte, mais vraiment dans les textes. Et puis 33, c'est quand même l'échec du Zentrum. En revanche, et ça je le maintiendrai, le milieu social-moral, c'est bon, les élites politiques, elles sont comme les autres, elles sont rétamées complètement par la prise du pouvoir nazi. En revanche, le milieu social catholique va se maintenir. Et là, il ne faut jamais oublier que, exemple, les seules personnes qui ont protesté contre la campagne d'euthanasie contre les handicapés mentaux en 1939, c'est les catholiques, et que quand Monseigneur Gallius monte au créneau en dénonçant dans un prêche officiel les 100 000 morts d'exterminés, qui étaient le fils, le frère, dont on disait on vous prend dans l'hôpital et puis on renvoyait des cendres, Hitler arrête l'action T4. Donc le catholicisme politique est resté tout du long. Alors on a le problème de toujours faire des choses romantiques, la rose blanche, etc., comme si 3 types et 4 tracts, c'était des mouvements de résistance forts. Puis quand on redescend un petit peu, Jan Kershaw, que vous connaissez tous pour son Hitler, Jan Kershaw, son premier bouquin, c'est une thèse de doctorat bien dure à lire, qui s'appelle L'opinion publique sous le nazisme en Bavière 33-39, et ce qui montre bien, c'est qu'effectivement le milieu catholique a quand même... On ne peut plus parler de résistance, il n'y a plus d'acte de résistance possible. Mais en tout cas, a été le milieu le moins poreux à l'idéologie nazie. Donc les élites ont été défaites comme les autres, comme pour les autres partis, mais le milieu est resté quand même très imperméable. Alors là, en revanche, pour répondre sur le protestantisme, c'est pas une manière de jeter l'anathème sur le protestantisme. Je suis moi-même plus qu'incompétent. Mais alors là, d'une incompétence crasse étant un infirme, si je puis dire, religieux, j'y connais rien, aus eigener Erfahrung non plus, et donc, par contre, je souscrirai jamais à une espèce de naturalité du nazisme qui pourrait comme si le protestantisme était naturellement le lit du fascisme. Ça n'a pas de sens. Il faut en analyser, il faut comprendre aussi que le protestantisme à l'époque est dans une crise d'identité terrible. Ça, peut-être, ça fait en petit, vraiment dans le contexte de l'époque, sur la fin des années 20, pourquoi pas, ça peut peut-être expliquer des choses, mais depuis Luther, ça, je suis très, très opposé à ce genre d'explication. Monsieur Claire avait demandé. Ici, après, là, non. Oui, je voudrais nous apporter quelques précisions sur certains corps constitués comme l'armée, par exemple, Ludendorff et Schleicher, par exemple. Et puis sur la justice, j'ai cru avoir lu il y a longtemps que la justice était particulièrement pas tolérante, mais enfin que les peines pour crimes politiques n'étaient pas, particulièrement pour l'extrême droite, n'étaient pas particulièrement violentes. On voit Hitler qui fait, je crois, un prison, qui est gracié très vite. Est-ce que c'est surtout l'extrême droite ou est-ce que même l'extrême gauche bénéficiait de la même relativement spétude? Alors, des questions très intéressantes, puisque moi je me suis concentré sur le corps législatif, qui est un corps constitué parmi beaucoup d'autres, et qui, effectivement, dans le contexte allemand, Bismarck disait, le Parlement on s'en fiche, on a 3 symboles d'unité, le Kaiser, l'armée et la religion protestante. Donc, l'armée, particulièrement en Prusse, était un symbole d'unité fort, et pas vraiment progressiste, vous pouvez vous en douter. Sous Weimar, il y a un très bon livre qui est vraiment le pendant, mais le pendant avant que je l'ai fait de ma démarche, qui est un livre de Marie-Bénédicte Vincent, qui est maintenant maître de conférence à l'école à la rue d'Ulm, qui a analysé, qui avait la même chose que moi, enfin j'ai fait la même chose qu'elle, plus exactement, elle a analysé 3000 destins d'aristocrates dans l'administration prussienne et par la suite après la guerre sous Weimar, et elle montre bien vraiment le grand maintien des élites
on pourrait facilement dire finalement, Weimar c'est la victoire des élites par le vote, par le Wahl en allemand, sur les élites par le Amt, par le Amt, c'est voilà, si vous êtes dans l'armée, c'est votre Amt, vous êtes dans l'administration, votre place, votre métier, votre fonction. Et finalement, on pourrait croire que Weimar, c'est la victoire de l'élite du vote sur l'élite de la fonction. C'est plus compliqué que ça. Et pour vous donner un gradient, l'administration s'est épurée progressivement, mais alors vraiment très progressivement. Je peux vous dire qu'en plus, en 1925, il y avait encore du fun pas mal, et du à tout va. Là, vous avez complètement raison, c'est que les deux institutions, je vais commencer par la justice parce que c'est le plus simple, et l'armée ensuite, qui ont été le moins touchés par le changement de régime, la révolution, les éventuelles épurations, c'est la justice et l'armée. Alors, la justice, bon, je pense que vous l'aurez compris, même quand je les aime bien, même quand elles vont dans mon sens, j'aime pas les évidences. Quand j'ai commencé à bosser sur ce sujet, j'étais évidemment convaincu que la justice de Weimar était une justice de classe, complètement défavorable envers la gauche, et le pire du pire qu'on puisse faire de l'impérialisme dominant, perdurant. Force est de constater, après enquête, sur mon petit corpus, on est dans des cas la justice n'est jamais équitable. Elle est toujours le reflet c'est ma conviction, ma mère est juge d'application des peines. La justice n'est que finalement une codification des inégalités sociales sous forme de droit. Vous avez totalement le droit de considérer que je suis un infâme provocateur, évidemment. Sous Weimar, c'est terrible, C'est-à-dire que la plupart de mes députés communistes, ils ont fait 5-6 ans de prison. Pour des faits avérés, tentative de putsch, etc., mais aussi pour des grèves, mais aussi pour des choses assez bénignes. La plupart, il y a eu 422 attentats politiques là je reviens en amont, entre 1918 et 1922. C'est-à-dire vraiment, vous connaissez sûrement Rathenau, Herzberger, peut-être Garais, etc. Tentative d'attentat sur Scheidemann. Évidemment, Ernst von Salomon qui prête sa voiture pour flinguer Rathenau. 422 assassinats politiques dans cette période-là, dans cette sortie de guerre. À ne pas confondre avec les 400 dont je parlais, qui sont les batailles de la fin de la République. Là, on est vraiment dans la sortie de guerre. Pour la petite histoire, en 1921, il y avait encore 1 200 000 fusils de la Première Guerre en circulation. Le monopole légitime de la violence, il était loin. Donc, quand il fallait régler les choses, on savait encore comment y faire de manière un petit peu radicale. Sur ces 422 attentats, il y en a ces 422 attentats de l'extrême droite. Le nombre de gens jugés pour ces faits-là, ils sont rien. Pour preuve, si on peut parler de ces 422 attentats d'extrême droite, c'est parce qu'un député socialiste a dit, écoutez, on ne peut pas laisser perdurer cette injustice qui fait que pour une grève, pour ceci, pour cela, pour peut-être une tentative, les communistes sous Weimar ne sont pas des anges. Ils défilaient avec les fusils qui passaient par la Russie, etc., pour faire des putschs. Il se trouve qu'ils n'étaient pas très efficaces, donc bon, mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la justice de Weimar est clairement une justice de classe qui pardonne tout à l'extrême droite, surtout en Bavière. La Bavière devenant, il ne faut jamais oublier que la justice est une justice différente selon les Länder, et en Bavière, c'est pas pour rien que la Bavière, après la République des Conseils, est devenue le refuge de tout ce qui pouvait se compter d'extrême droite, réactionnaire de l'époque, parce que tout simplement, c'est valable pour Hitler. Hitler, c'est la partie immergée de l'iceberg. Pour une petite tentative de putsch bien bénigne, on voit ce que c'est, il écope finalement, non pas d'un procès, mais d'une tribune. Donc voilà. Donc là, vous êtes complètement dans le vrai. On a une justice absolument pas épurée. Les cadres restent ceux de l'Empire, restent celles, et on revient sur la première question posée par monsieur, à savoir, finalement, qu'est-ce que c'est faire une thèse de droit en Allemagne sous l'Empire et sous Weimar? C'est pas vraiment devenir un démocrate, donc il y a toute cette culture-là. Sur l'armée, c'est beaucoup plus compliqué, et je suis beaucoup moins compétent. 13,1 millions de soldats ramenés à 100 000. Ça pose un vrai problème de reconversion. Les corps francs, les corps francs, vous les connaissez peut-être, voilà, ces milices qui se sont formées, qui n'ont pas voulu arrêter le combat, il y en a eu partout, en Finlande, en Pologne, en Tchécoslovaquie.
en Allemagne, on considère que c'était 250 000 personnes. Et en fait, il y a plein de manières de les considérer. Si vous avez lu Hans von Salomon, etc., qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une jeunesse révolutionnaire? Est-ce que c'est des lansquenets? Est-ce que c'est finalement une armée de réserve? C'est-à-dire des réservistes qui ne retrouvent pas à se réinsérer dans une armée de métier, qui ne veulent pas s'arrêter? Très souvent, c'est ça. Les types désertent en bataillon entier, ils restent dans leur régiment, et puis ils disent le régiment qui s'appelait von Lützow devient le Freikorps, le corps franc von Lützow. Le problème, c'est que du coup, il faut mobiliser les questions de politique extérieure, parce que très rapidement, le type qui prend la tête de ça, c'est Hans von Sicht, qui était général pendant la Première Guerre mondiale, et Hans von Sicht est persuadé qu'on peut discuter avec l'armée rouge. Et du coup, pendant toute cette période-là, vous avez des trucs qui sont compliqués à attraper, parce que c'est ce qu'on appelle la Reichswehr noire, c'est-à-dire une espèce, la Reichswehr c'est l'armée, c'est-à-dire une armée alternative constituée de milices. Et c'est assez compliqué, parce que les types sont prêts à sauver tout ce qu'il y a pu avoir de anticommunistes qui ont fait le coup de poing sur la Pologne à la frontière polonaise. Et c'est un vrai bouillon de culture qui n'est finalement remis dans le droit chemin assez tard. 1919, première purge, première dissolution des corps francs. 1921, et puis par la suite, là je deviens complètement incompétent, c'est-à-dire qu'il y a une réorganisation de l'armée par Hans von Sicht, une mise en place de réseaux avec la Russie. Ce qui est clair, désolé, du coup je disserte et je réponds pas à votre question. Quand on prend Schleicher, Ludendorff, alors Ludendorff c'est un cas complètement à part, c'est-à-dire que Ludendorff très rapidement, et lié aussi avec sa femme, ils partent dans une espèce de cénacle antisémite, ésotérique, qui va et anti-franc-maçon. Si vous voulez, quand vous avez un nazi qui vous parle d'anti-franc-maçon, vous pouvez savoir qu'il a dû être en Bavière dans les années 20 et fréquenter les Ludendorff. Au triptyque juif, franc-maçon, bolchevique, franc-maçon, on sait à peu près d'où ça vient. Ça vient de plein d'endroits, et Ludendorff très rapidement est hors jeu, et d'ailleurs il se présente aux élections présidentielles et il fait un score lamentable. Hindenburg c'est autre chose, mais on voit bien qu'une république qui élit en 1925 comme président de la République quelqu'un qui a toujours été un anti-républicain affirmé et qui est Paul von Hindenburg, ça pose déjà des problèmes. Et ensuite Schleicher, effectivement là c'est une autre époque, donc Kurt von Schleicher, qui va être une tentative à la fin 1932, quand on est vraiment dans la crise totale de Weimar, pour et par l'armée d'établir une dictature militaire. Et là effectivement on voit bien que l'armée finalement est restée un État dans l'État, qui n'a jamais adhéré à la République. Von Sicht était quand même... Von Sicht, c'est un mec compliqué, on ne peut pas dire qu'il n'est pas réactionnaire, mais en tout cas c'est quelqu'un qui à mon avis a été à un moment donné un républicain de raison. Et donc il a forcé l'armée à appuyer à un moment ou un autre la République. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas voilà, la justice, aucun problème, l'armée c'est plus compliqué, il y a une temporalité un peu plus compliquée. Toujours est-il que c'est des corps constitués qui évidemment, dans l'État, ont constitué un déficit démocratique très fort. Oui, moi j'avais deux questions. Vous avez dit que les conservateurs, la droite conservatrice, bien avant les nazis, ont dénoncé pendant des années le traité de Versailles. Pourquoi pas la gauche? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils considéraient que l'Allemagne était responsable de la guerre et que donc c'était légitime qu'elle paye, ou est-ce que c'était pour d'autres raisons? Et puis j'avais la grosse question, celle du génocide et de l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme existait partout en Europe, et évidemment parce que je pense que c'est une question très compliquée, mais pourquoi est-ce que c'est en Allemagne, bien sûr, qu'il y a le génocide et une dimension pareille à l'antisémitisme et à l'ordre de masse? Alors, sur Versailles, très bonne question, parce qu'effectivement, il n'y a pas que la droite qui luttait contre Versailles. Ce qu'ils voulaient... Il y a un côté drôle. C'est pas drôle quand c'est contemporain, de voir des politiques faire des contorsions pour essayer de tenir des promesses qu'ils ont plus ou moins faites. Quand c'est dans le passé, je prends l'exemple par exemple de la question je réponds sur Versailles, mais je commence par parce que c'est le vocabulaire important, sur la question de la responsabilité dans le déclenchement de la guerre. L'article 231. Mettons des libéraux de droite à l'extrême droite, tout le monde dit la même chose, ils disent Kriegshuldige, le mensonge de la culpabilité allemande. Puis quand même la gauche, c'est embêtant de tenir une position aussi patriote, aussi nationale, etc. Donc ils disent Kriegsschuldfrage, la question de la culpabilité allemande.
mettons, si on veut le dire comme ça, la frange gauche du Parti Socialiste, ils disent même la nicht allein schuld, la culpabilité non unique. On a un peu de culpabilité, et donc vous les voyez comme ça, ramer, contorsionner, parce que, de fait, la manière dont les débats sont posés sont favorables à la droite, pour le dire vite, et donc la gauche rame. Et sur la question de Versailles, là, pour le coup, on peut être d'accord, le consensus, s'il y a un seul consensus, et il n'y en a pas eu beaucoup sous Weimar, c'est réviser Versailles. Maintenant, les moyens de cette révision sont loin de faire l'unanimité, et entre la droite, qui était effectivement plus favorable à des actions fortes, etc., et la gauche à des actions de conciliation, et au milieu, vous avez la personnalité de Stresemann, qui finalement... Stresemann fait partie de ce parti libéral de droite dont je parlais, qui est un parti avant tout de lobby industriel, et lui il est là, et à certains moments on se demande vraiment qu'est-ce qu'il fait dans ce parti-là, et c'est pas un hasard si au moment où Stresemann meurt, en 1929, le parti s'écroule complètement. Donc là on a la personnalité de Stresemann qui est un peu voilà, mais non, la gauche luttait aussi contre Versailles, simplement elle essayait de le faire avec des termes plus modérés, et vous avez la même question, ça c'est assez drôle, sur la question du pacifisme. La droite dit être pacifiste, c'est hors de question. Et la gauche n'a plus la marge de manœuvre de dire on s'attendrait à un parti gauche fort sous Weimar qui disent on est pacifiste, finalement. Et donc ils disent je suis pacifiste, ça c'est vraiment les moments de langue de bois, mais alors comme on les aime, je suis pacifiste, mais il y a deux sortes de pacifisme. Il y a le pacifisme, et il y a le pacivismus, le pacivisme. Et si mon pacifisme doit être un pacivisme, alors non, et contre Versailles. Donc vous voyez qu'en fait la gauche, elle est sur tout un tas de débats, elle est embêtée, elle est gênée, et elle ne peut pas exprimer une vraie politique de gauche. Et par ailleurs, elle arrive à le faire sur des sujets sociaux. Donc moi j'aime bien ça, j'aime bien c'est toujours drôle quand ça arrive aux autres. Donc, quand c'est maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc quand c'est 10 ans, etc. Alors, sur le génocide et l'antisémitisme, bon. Comment dire ? Le débat pendant très longtemps sur cette question-là, sur laquelle je me permets de répondre, je ne me permettrais pas de répondre si j'avais juste écrit la catastrophe allemande, je me permets de répondre parce que derrière j'ai fait un post-doctorat sur un des responsables du génocide en Pologne, donc je m'aventure parce que j'ai quelques billes, sinon j'y serais pas allé. Pendant très longtemps, le débat il s'est focalisé sur, jusqu'à la fin des années 80, sur le débat entre intentionnalistes et fonctionnalistes. Très vite résumé, c'est assez facile à comprendre. En quelle mesure la solution finale de la question juive, la Shoah, est la réalisation d'un plan, et donc les mecs vont ouvrir Mein Kampf et voir que dans Mein Kampf, mais oui, 1924, Hitler dit, seule référence au gaz dans Mein Kampf, si on avait tenu ces Israélites sous des gaz de guerre, on n'aurait peut-être pas eu la défaite. Et là, c'est fait, on a Auschwitz. Vous avez deviné que c'est pas trop ma tasse de thé, les fonctionnalistes disaient, c'est pas ça, on est dans un processus graduel, compliqué, qui connaît des erreurs, qui connaît des chaos au sens ça chaote, ce qui ne dit rien de l'antisémitisme. On peut très bien, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas antisémite, ça veut dire que les nazis sont pas antisémites. Les formes de l'antisémitisme, elles sont posées très tôt, chez un Goebbels, chez un Streicher, chez un Hitler, évidemment. Mais on a tous des idées. De là à les réaliser, c'est autre chose, et de là à croire que la réalisation est un décalque réussi, etc. Bon, ça c'est pour poser le débat. Ce débat-là, il a clairement été perdu par les intentionnalistes, mais qui est gagné par les fonctionnalistes, qui montrent que le processus qu'on appelle la solution finale de la question juive est un processus compliqué, long, tortueux, et beaucoup moins simple en fait que notamment on le perçoit en France, parce qu'en France les choses se sont faites d'une certaine manière. Donc par exemple, je réponds par l'absurde à votre question et ensuite je reviens sur l'antisémitisme. Comment dire ? Le processus d'extermination... Si aujourd'hui je vous dis c'est quoi l'extermination des juifs, c'est quoi l'extermination des 6 millions de juifs européens, je pense que dans votre tête, pour un public français, vous allez voir les portes d'Auschwitz. Bon. Ce qui est très bien, je veux dire, c'est fondamental. Sauf que Auschwitz est un camp où ont été tués un certain type de juifs et pas tous, d'une certaine manière, et que ça représente en gros à peine un tiers, un tout petit tiers des victimes juives. Donc déjà, quand on dit génocide, de quoi on parle ?
Alors il y a eu l'offensive du père des bois, peut-être vous avez eu des débats sur ces questions-là, la personne qui travaille sur ce terme horrible qui s'appelle la Shoah par balle. Mais aujourd'hui, si vous voulez avoir une vision un petit peu actualisée du génocide, ce qui en fait répond à votre question, parce que vous voyez bien que les formes d'antisémitisme, les configurations d'action ne sont pas les mêmes dans ce phénomène-là. Il y a les années de persécution. En 1939 se déclenche la guerre, arrivé en Pologne, et là, je vais me concentrer juste sur vraiment l'extermination, parce que sinon c'est trop long. C'est quelque chose qui se joue en 3 temps, et qui se joue au moment de Barbarossa. Au moment de Barbarossa, les juifs polonais sont déjà dans des ghettos, beaucoup meurent de faim, etc., mais il n'y a pas encore de processus d'extermination. Il faut bien séparer laisser mourir et tuer, c'est pas la même chose. Même si on a tendance à croire qu'un mort est un mort, et un juif mort est un juif mort, et que, en termes émotionnels, bon. Mais laisser mourir et assassiner, c'est pas la même chose. Quand Barbarossa est déclenché, c'est vraiment ça le point central. En juin 1941, il y a une préparation par Himmler de ce qui va se passer. Et donc très rapidement, la radicalisation se met en place. C'est un décret sur les officiers. On dit, vous êtes autorisés à assassiner les commissaires politiques, juifs ou pas juifs. Et puis dès août, premier point de basculement qui ne concerne, et là qu'on soit très clair, que les juifs soviétiques. C'est pour ça qu'il faut toujours une carte. Et bon, finalement, parce qu'on a l'impression que les juifs d'Europe, la destruction des juifs d'Europe, c'est tous les juifs, c'est tous les mêmes juifs au même endroit. Bon. 41, les Einsatzgruppen, ces unités de tuerie mobile dont vous avez peut-être entendu parler, pénètrent en Russie et en Ukraine et dans l'Union soviétique. Et là, on assiste à quelque chose de très spécifique qui est, dès le mois d'août, premier massacre d'ampleur où les femmes et les enfants sont... Et là, on peut parler de génocide. Tant qu'on tue que des hommes, on est dans une guerre atroce, on est dans une guerre d'extermination si vous voulez, mais on n'est pas dans un génocide. Quand on commence, c'est peut-être ça le point clivant, quand on commence à tuer les femmes et les enfants en se disant on va faire disparaître l'ensemble de cette population, on est dans un génocide. Ce basculement-là, il se fait le 16 août 1941, 2 mois après Barbarossa. Il se fait notamment le 25 août 1941 à Kamenets-Podolski, où là on a 25 000 morts en une journée, tués par balle. Bon. Ça va jamais s'arrêter, ça va durer pendant toute la guerre. Et c'est le sort qui est réservé aux juifs soviétiques, qui sont des configurations de terrain que vous avez mal décrit, mal faites, mais bon, on a ça sous la main par notre Goncourt national, les bienveillantes Jonathan Little. Personne qui adore la cruauté et qui adore écrire des pages sur la cruauté. Vous avez un deuxième processus qui est l'extermination des juifs polonais, qui commence beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard. C'est-à-dire que, à partir de septembre 1941, on se dit, là, les nazis, se disent, on a tendance la langue fourche, mais qu'on peut trouver une solution, et donc là, les élites nazies, Himmler, Heydrich, Krüger, se disent, on peut conceptualiser quelque chose de plus efficace, réservé aux juifs polonais, et donc on commence à conceptualiser. Il y avait déjà eu des textes, ils avaient recyclé tous les types de l'action d'euthanasie envers les handicapés pour créer des camions à gaz, et on se dit finalement les camions à gaz c'est pas assez efficace, et là, octobre 1941, on décide de construire Auschwitz en se disant ça va régler le problème des ghettos polonais, des juifs polonais. Et à l'époque, dans la tête d'un nazi, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus différent d'un juif polonais qu'un juif allemand ou un juif français. Et ensuite, là, ça se joue en 3 temps. Troisième temps, alors là, je tiens une position pas orthodoxe, mais vous pouvez vous faire votre avis. Wannsee, la plupart des historiens pensent que Wannsee est le moment où les nazis ont décidé que tous les juifs de l'Est, on s'en fiche, ils ne sont pas concernés par Wannsee, ils sont déjà morts, et ils ont été tués par fusillade. Les juifs soviétiques, donc. Les juifs polonais, on est déjà en train de commencer à penser à les exterminer, et donc les historiens vous disent, Wannsee, c'est le moment où on dit on va tuer tous les juifs d'Europe. Alors, aujourd'hui, il y a un débat qui consisterait à dire qu'effectivement, rien ne s'est décidé à Wannsee, position ultra minoritaire tenue par quelques historiens français et étrangers, Peter Longerich pour l'étranger, Florent Braillard pour la France, mais qui consiste à dire que c'est plutôt vers mai 1942, une fois que la machine de mort s'est déjà mise en place envers les juifs polonais, que là, Himmler décide de dire « nous allons aussi déporter les juifs de l'Ouest ». Et là, c'est plus compliqué, parce que un juif de l'Est, il y a un tel antisémitisme, et c'est pour ça que je réponds un peu par l'absurde à votre question. L'antisémitisme qui frappe un juif soviétique, l'imaginaire antisémitique qui est envers un juif soviétique, un juif polonais et un juif européen, c'est pas du tout le même. Le juif soviétique, c'est le judéo-bolchevique. Ça date de 17, ça date de 18, on sait les nazis savent ce que c'est, et dans l'iconographie c'est spécifique, c'est un type avec un truc de l'armée rouge, des grosses bottes, c'est le juif communiste qui vient faire la révolution, violer les femmes, etc.
Le juif polonais, c'est pas ça, c'est un juif de Shettel avec ses papillotes, dont l'imaginaire est un imaginaire profondément, non pas politique, mais racial. Là, encore une fois, on est obligé de mettre toujours à la fin des phrases dans l'imaginaire nazi. C'est le juif qui transmet le typhus, c'est le juif qui apporte la maladie. Et de fait, et ça c'est terrible, c'est vraiment la manière dont les nazis ont fait une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont enfermé les juifs polonais dans des ghettos, en comptant les calories qui rentraient dedans, c'est forcé que je peux vous dire que les conditions de vie s'arrangeaient largement pour montrer une population déshumanisée de facto. Et puis ensuite, vous avez le juif de l'Ouest. Je reprends Gregor Strasser, au nazi à Weimar, qui dit « Nous ne voulons pas des juifs de Moscou, mais nous ne voulons pas des juifs de la City ». Et là, vous avez l'image bien connue, assez forte en France, à vrai dire, dans l'antisémitisme français, parce qu'il y a Proudhon, parce qu'il y a Panama, du juif capitaliste, du juif intégré, du juif caché dans la société, etc. etc., etc. Bon. J'essaie de répondre assez... Voilà. Ce que j'essaie de montrer en vous montrant que ce génocide est quelque chose de beaucoup plus compliqué que la simple application d'un antisémitisme, c'est déjà qu'il y a des catégories d'antisémitisme différents, que le processus a été compliqué, qu'il a évolué, qu'il a eu des ratés. Himmler, en 1943, à Posen, dit « Finalement, c'est fini ». Puis tout d'un coup, la Hongrie bascule. Et donc, les 400... Là, c'est une chose auquel on n'est pas habitué. Si vous regardez dans Raoul Hilberg, qui est la référence, la solution finale, c'est fini en 1943. C'est fini. Il y a juste, simplement, il y a ce sursaut des 400 000 juifs de Hongrie qui vont être déportés beaucoup plus tard que les autres, mais le programme est fini. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, pour reformuler, est-ce qu'il y a une spécificité de l'antisémitisme allemand? J'aime bien la Roumanie pour ça. La Roumanie, c'est le seul pays qui a tué ses juifs sans l'aide des nazis. Ils ont attendu, mais ils ont fait avant. Les Baltes aussi ont fait ça. Himmler était obligé de dire aux Baltes, à Kaunas, écoutez, vous faites des pogroms un peu trop violents même pour nous, enfin en tout cas trop déstructurés. Donc évidemment que l'antisémitisme, depuis les pogroms de Kishinev en 1880 jusqu'à... bon alors la chronologie, je ne sais pas où l'arrêter, mais il y a un fait antisémite européen dont les catégories, imperceptiblement, on peut les résumer à 3. Un antisémitisme économique, lié à la crise de 1873, aux faillites des banques autrichiennes, la France juive de Drummond, le juif roi, etc. C'est-à-dire tout ce truc lié à la vision du capitalisme. Et qui est lié à une iconographie, le juif capitaliste avec son gros nez, qui est à Wall Street, etc. Ça, c'est dans l'ensemble dans l'Europe, et je pense assez fortement en France. J'aurais tendance à dire comme ça que avant Weimar, cet imaginaire anticapitaliste, antisémite est moins fort en Allemagne qu'en France. Vous avez évidemment le substrat anti-judaïque catholique qui là est commun. Là où je dirais qu'il y a une spécificité allemande, peut-être je m'avance, c'est sur l'antisémitisme racial. C'est-à-dire que là, clairement, on a beau avoir Vacher de la Pouge, on a beau avoir Gobineau, on a beau avoir ces choses-là, ou Houston Chamberlain, etc. Et ça, je l'ai lu assez récemment dans un livre, c'est-à-dire qu'effectivement, la vision racialiste, non seulement basique, c'est-à-dire biologique, le juif comme maladie, le juif comme araignée, le juif comme chauve-souris qui suce le sang du sang allemand, etc., mais à une vision beaucoup plus structurelle, à une vision beaucoup plus idéologique, et ça c'est très présent chez Hitler, et à mon avis ça constitue une spécificité, c'est la structuration de ça dans un système de pensée, celui de la race, et là, on a l'impact du darwinisme social, du darwinisme déformé, du darwinisme à la Herbert Spencer, c'est-à-dire en 1902, comment on applique le darwinisme, la lutte des classes et des races. Et là, effectivement, il y a quelque chose. Après, en quelle mesure, et c'est toute la polémique Goldhagen que je suis pas du tout en mesure à laquelle je suis pas du tout en mesure de répondre, c'est en quelle mesure ça s'est ancré dans la population allemande de l'époque. Mais bon. On va Chers amis, donner la parole. Désolé, Jean-François. Jean-François, bien monsieur. Mais pour 2 minutes. Il faut qu'on arrête la réunion en remerciant beaucoup notre invité. C'est moi, merci beaucoup. Je suis également frustré parce que je vais te poser de questions, donc voilà. On se retrouve... alors... Ah,
on a 3 minutes. 3 minutes. On a 3 minutes. Parce qu'on a Jean-François. attendu alors, si, Et monsieur, on si fait vous pouvez très passer les vite. deux. Je réponds Jean-François. très vite. Très vite. Alors, oui, voilà, premièrement, vous opposez les universitaires français, les universitaires allemands en 14 avec Romain Rolland, mais en fait Romain Rolland c'est un cas isolé et les universitaires français dans l'ensemble ont été très nationalistes. D'ailleurs, après vous avez la trahison des clercs de Julien Bindard. Et vous avez Boutroux, philosophe, qui dit que la pensée allemande c'est nul et non avenu, que c'est barbare, etc. Bon, lui-même avait fait l'apologie de la pensée allemande au printemps 14, et puis à l'automne, c'est tout à fait autre chose. Et de même, alors c'est vrai, dans les tranchées, là c'est très intéressant ce que vous avez dit sur les réactions après la guerre des sociodémocrates, les hommes disent toujours vote, alors que c'est vraiment dans les tranchées, effectivement, les soldats français sont assez bienveillants vis-à-vis de leurs officiers. Jacques Duclos lui-même fera l'apologie de son lieutenant. Enfin, il y a effectivement. Mais cela dit, il y a eu aussi beaucoup d'instituteurs sont devenus officiers. Enfin, pendant la guerre de 14-18, il y avait un brassage. Mais il y a eu quand même aussi des tensions entre des officiers français qui ont été tués dans les combats par leurs soldats. Ils étaient tués. Mais donc c'est vrai que ce que vous avez dit c'est intéressant, éclairant, et en France c'est différent. Cela dit, après la guerre, il y a quand même la chambre d'horizon, oui, mais il y a quand même les communistes, enfin, l'Anatole France, enfin, qui est un très bon rôle. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les marchands de canons. Vous avez le Parti communiste qui pilonne Poincaré, l'homme qui rit dans les cimetières, la chronique des GDV dans l'humanité, Gueule de Vache, etc. Il y a quand même eu toutes les communistes des années 20, et puis une fracture, les socialistes sont quand même, il y a quand même une fracture. D'ailleurs, Gogel, dans son catalogue des partis, dit en 1918, bon, il y a une certaine unanimité de façade dans la glorification de la guerre, la pollue, mais en réalité, voilà. Donc, alors, deuxième question, qu'est-ce que vous pensez du cousinage entre guillemets, communistes et nazis? Alors, on a parlé à Berlin en 1933 des sections Biften, noires à l'extérieur et rouges à l'intérieur, parce que ces nazis qui venaient communistes. Et en tout cas, voilà, on a une cinquantaine d'années. Donc, on a discuté avec un premier secrétaire régional communiste polonais qui avait été déporté à Mauthausen, et il avait un camarade allemand qui était déporté avec lui, qui lui avait dit: ah, tu vois, le chef du bloc là-bas, il était dans ma cellule communiste avant. Bon, alors, est-ce que c'est un phénomène marginal ou un phénomène Vous avez une minute. Alors, sur la première remarque qui n'était pas une question, je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est tout le problème de la comparaison, circulation. J'ai trop tendance à cliver côté allemand et trop tendance à unifier côté français, qui est par ailleurs une histoire que je connais assez peu. Hein. Donc là, vous aviez entièrement raison de le souligner. Donc je passe à la réponse. Sur la... Je me concentre pour répondre en trois phrases. Il y a une très faible circulation en termes de vote entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Sur 105 votes en 1930 au Reichstag, les communistes ont voté 55 fois avec le parti nazi et 5 fois avec les sociodémocrates. Donc, l'erreur du front anti-socio-fasciste de Staline n'est pas juste du papier. C'est-à-dire que le parti communiste a une responsabilité totale dans l'échec du front ouvrier uni. Les sociodémocrates aussi, mais eux, ils votaient au moins contre les nazis. Et donc en termes de circulation militant, c'est assez faible. C'est un mythe qui plaît et qui existe, hein, on le voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'hémicycle est poreux de l'autre côté de l'hémicycle. De ce que je sais, c'est très faible. En termes de vote, en termes de décision politique, la décision de Staline dans les années 30 de dire l'ennemi c'est la social-démocratie est à mon avis une condition nécessaire suffisante et une énorme erreur politique que évidemment les communistes n'ont jamais reconnue. Parlons de 1939 et de l'invasion de la Pologne, quand tous les partis communistes européens ont dû se retourner pour faire plaisir à Staline, ça a été pas mal non plus. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Merci.